Bonjour à toutes et à tous, voici donc un nouveau format de Chef. En plus de tous les autres, un format qui vient éclairer un pan de la gastronomie qu'on ne traitait pas ici jusque-là. On va parler entrepreneuriat. Parce que la cuisine c'est une chose, mais un restaurant c'est une entreprise. Et ce volet-là, finalement, il compte pour beaucoup, dirais-je presque autant. En tout cas, si côté caisse ça ne fonctionne pas, vous pourrez faire la meilleure cuisine qui soit. Bref, on reprend l'ADN de ce podcast, on va chercher de l'histoire, découvrir des personnalités, des destins, mais du côté de celles et ceux qui entreprennent. Et notre premier épisode, j'ai décidé de le consacrer à Julia Chican, cofondatrice du groupe Maslow à Paris, à la tête de 2 restaurants pour l'instant, Maslow et Fellows, qui continue son développement forcément. Julia Chican, c'était aussi l'une des boss de Food Chéri et avant cela, elle avait fait partie de l'aventure Flams et elle a aussi développé une appli. Mais enfin, tout cela, elle va vous le raconter. Créer un concept, structurer une offre, passer de l'idée au concret, gérer de ouf la projection business, mais aussi saisir l'air du temps, twister le veggie pour le rendre sexy, gérer son personnel en mode 21e siècle et j'en passe. Cet épisode, c'est une masterclass et une sacrée dose d'inspiration. Je suis donc ravi que Julia Chican inaugure ce nouveau format de Le Chef, car elle incarne à merveille cette nouvelle génération de restaurateurs conscients de tout, mais sans donner de leçons, sans brandir de discours. Je vous laisse découvrir la vie et l'aventure de Julia Chican. Alors, j'ai 43 ans, moi, et donc je pense que depuis toujours ou presque, la nourriture et recevoir des gens, l'hospitality, la food, je sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est au cœur de ce que j'aime. Ma mère dit que je voulais être cuisinière quand j'avais 5 ans. Je faisais des faux restaurants, des faux menus, je mettais des fausses tables, j'invitais les gens, ça me prenait une après-midi. Et j'ai toujours aimé cuisiner et je suis bien d'une famille classique, aimante, sympa. On habitait en Alsace. J'ai une mère professeure de sport, puis après qui a été proviseur. Et j'ai un père cadre dans l'industrie, il est ingénieur à la base. Est-ce que ça cuisine dans cette famille, en dehors de toi, qui fait des restaurants fictifs et des cartes? Oui, c'est tout ça, c'est grâce à eux, évidemment. Ça cuisine beaucoup. Alors, dans ma mémoire d'enfant, c'est ma mère, beaucoup. Ça cuisine et surtout, ça reçoit. Ça, j'ai l'impression dans mon imaginaire qu'il y a des gens tous les samedis soirs chez nous. Il y a des gens. Ma mère adore organiser des dîners où elle présente machin avec machin, des grands dîners de Noël, des grands dîners de famille, on invite des copains. Voilà. Enfin, ça reçoit et même quand ça reçoit pas. Le repas, c'est important et on mange tous ensemble et c'est toujours cuisiné et on adore faire les courses. Moi, j'ai toujours adoré accompagner ma mère, faire les courses, choisir des produits. C'est plus rare chez les enfants. Enfin, c'est pas commun. C'est drôle ce que tu dis là parce que pour moi, je pensais que c'était une activité fun en soi et du coup, maintenant que j'ai des enfants, j'en ai 2, je vois que ça les intéresse pas plus que ça. On a le même problème. Alors que, allez, ça va être sympa. Bah oui, allez gars, on va faire le marché. Ouais. Oh non, bah moi je trouvais ça génial quand j'étais enfant. Voilà, ramasser des trucs dans la forêt aussi. On allait ramasser des champignons, des châtaignes, on cuisinait ça. Enfin, il y a dans ma famille, une espèce de joie, de réjouissance autour du fait de manger depuis toujours. Et j'ai eu le droit de cuisiner, en fait. Ma mère a été hyper sympa. J'ai eu le droit de cuisiner. Je me souviens que je faisais les bolognaises pour la famille quand j'avais 10 ans. Je cuisinais si mes parents sortaient et que je gardais ma sœur. J'avais le droit de cuisiner le repas du soir. Bon, bref. Trop cool. Et surtout, un de mes souvenirs que j'aime le plus, c'est quand ma mère recevait, et c'était pas des petits dîners, elle se mettait une énorme pression. Chez nous, il y avait beaucoup de livres de cuisine, elle avait beaucoup de matos aussi. Des casseroles à poisson oblongues, là, dans lesquelles tu cuis des saumons entiers, des chauffe-assiettes aussi, enfin des trucs un peu... Ça plaisante pas. Oui, ça plaisantait pas du tout. Dans le semi-pro, là. C'était du semi-pro, et une cuisinière aussi, dans la dernière maison qu'on a eue, elle avait investi dans une cuisinière à bois, quoi, sur lequel avec plusieurs fourneaux et tout, ouais. Le rêve. Et en fait, j'aidais le samedi soir, plutôt que de sortir avec mes potes, je préférais aider ma mère. En fait. Donc, j'étais commis en cuisine. Dans le presque restaurant familial. Je servais l'apéro, je servais à table, et après elle revenait, et c'était le coup de feu. Elle s'énervait des fois, elle criait vas-y, vite, le dressage, le truc, la couleur sur l'assiette. Génial. Et entre les plats, les gens mangeaient. Moi, je remontais un coup de Patrick Sébastien avec mon assiette de côtelettes ou de je sais pas quoi. Et après, j'entendais Géla, reviens. Et je redescendais, et c'était le moment du dessert. Et j'adorais ça. Voilà.
Donc oui, il y a eu toujours de la cuisine et aujourd'hui je m'en rends compte, ma mère a pas forcément laissé mon père cuisiner, ils sont séparés, mais maintenant quand mon père, je vais chez lui, il cuisine à mort aussi, et donc les cadeaux de Noël chez nous c'est des ustensiles de cuisine, c'est des épices, c'est des trucs comme ça, voilà. Bon, il y a une petite empreinte. Il y a une petite empreinte. Au départ. Exactement. Est-ce que cette empreinte, tu vas l'envisager tout de suite? Est-ce que dans ce contexte-là, tu vas te dire, enfant, adolescente, je vais travailler là-dedans, ou est-ce que dans les premiers temps, tu vas aller vers ailleurs? Non, en fait, je suis plutôt une fille, comment dire, sage, quoi. Et donc, Et donc pas la cuisine, c'est ça? Non, mais j'étais bonne. Non, c'est pas ça. J'étais bonne à l'école. J'ai une mère prof. En général, quand t'as des parents profs, ils te poussent. Donc, j'ai fait des études. J'étais bonne à l'école. C'était pas si compliqué que ça. C'est donc, pas grave. c'est aller loin. Non. C'est pas grave. Non, au final, je suis hyper contente. En réalité, je vois bien à quel point cuisiner, c'est un métier difficile, et en fait, je pense que j'ai la meilleure place possible aujourd'hui, en baignant dedans, mais en faisant des choses, à mon sens, plus, d'un point de vue qualité de vie, plus confortable quand même. Donc voilà, bon, je fais des études de commerce, c'est ça qui me plaît. Enfin, ça me plaît. Ce qui me plaît, c'est la diversité de ce qu'on y apprend, le fait que ça soit généraliste. Et puis quand même, au moment de la fin de mes études, je me dis, il y a qu'un secteur qui me plaît quand même, c'est la food. Et comment on peut rentrer là-dedans alors qu'on a fait une école de commerce. Et là, on est en 2005, et c'est pas une évidence en 2005. T'as pas tous les nouveaux groupes de restauration un peu cool qui existent, donc du coup tu regardes et t'as soit la restauration collective qui embauche, soit pas grand chose en fait. Et je me retrouve à la faveur d'un stage dans un groupe de restauration qui s'appelle Flams, donc c'est alsacien, hein, c'est comme ça que je me retrouve là. On envoie de la flamme cuche. Et en fait je tombe sur deux fondateurs super. C'est une franchise, hein, ça, hein. On se parle de la franchise ou pas du tout? Ça a été une franchise, mais quand je démarre avec eux, c'est pas une franchise. Ils ont des restos à l'ancienne. C'est un groupe avec juste Flams, en l'occurrence, juste cette enseigne-là. Et il y a peut-être 10 restaurants à l'époque. Et on m'embauche pour développer un nouveau concept de pâte à emporter, en l'occurrence, qui était l'époque... c'était les débuts du monoproduit en restauration rapide. Donc 2005, t'as que des sandwichs et des burgers, en fait. Et là, tout d'un coup, il y a des concepts de pâte à emporter, des petits bars à pâtes. Et on fait ça. Et on démarre la franchise en même temps. Donc en fait, chez eux, je suis restée 8 ans à apprendre comment tu rends ce business rentable en réalité. Donc effectivement, je connais bien la franchise. On a développé d'autres concepts aussi. On a fait du wok à emporter, on a fait du burger gourmet. Donc on avait 4 enseignes. J'étais en charge du marketing et du développement. J'ai eu la chance de partir au Japon, à New York, à Madrid pour aller aider des franchisés à ouvrir. Donc et surtout, j'étais encore une fois dans un groupe familial, donc c'était géré de façon très business, mais je veux dire pas de fonds d'investissement, pas de des fondateurs qui sont encore à la main, et d'apprendre à leur côté. Et j'ai appris 1 milliard de choses. Ils étaient hyper généreux. J'ai l'impression d'avoir tout vu. Et en fait, j'ai l'impression de faire de l'entrepreneuriat depuis cette époque-là. D'accord. Globalement, bosser pour quelqu'un ou pour moi, ça n'a pas c'est pas une énorme différence en fait. Dans tous les cas, j'ai l'impression d'être à fond et de faire comme si c'était ma boîte. Qu'est-ce que tu dis 1 milliard de choses apprises à ce moment-là. Forcément, puisque tu sors de tes études, c'est un peu la première expérience, et elle est dense, elle a l'air riche. Ouais. C'est quoi lancer un concept? C'est quoi lancer une franchise? Tu pars d'où? Quels sont les objectifs? Et t'apprends quoi sur ce chemin-là? Alors, 1000 choses, j'imagine. C'est très très large, mais Écoute, c'est une bonne question. En fait, quand j'arrive, il y a déjà Flams, donc ça, j'y touche pas vraiment. Ça tourne. Parce que t'as cité plein de concepts très différents. On se parle de pâte à emporter, on se parle de wok, on se parle de... Wow. Alors, ils avaient je trouve une grande qualité. Ils étaient très pragmatiques, et en fait, l'idée, c'était de se dire, regardons le marché. Il y a toujours un gars qui a eu une bonne idée quelque part et qui l'a monté solo, tu vois, lui avec ses petits sous dans sa petite boutique. Et regarde où il y a la queue. Et en fait, ce truc-là a l'air de cartonner. Mais probablement, ce gars-là, il a pas les moyens
financiers ou D'aller même plus loin. l'ambition ou voilà, Ouais. ou les ressources business quoi, De développer. de développer ça. Et donc en fait ce qu'il proposait, et j'ai trouvé ça hyper malin à l'époque, ça l'est toujours, c'est de dire ce gars-là on va lui laisser son point de vente, c'est son business, il vit de ça, mais par contre on va lui proposer de créer une société à part où on va développer sa marque en Alors franchise. attends, parce que là, du coup, on s'imagine le truc. Tu prenais ton un petit Non, vélo, un petit ouais. scooter, tu faisais le tour de la ville, tu dis Non. ah dis donc, il y a du monde là-devant. Non, c'est Bonjour. marrant, pas du tout en fait, tout était à Strasbourg. Ok. En fait, souvent, si tu sais regarder, les choses, elles existent pas très loin de chez toi. Donc, tout était à Strasbourg. Et en fait, tous les débuts de ces concepts-là, ils étaient à Strasbourg. Et donc, c'était des gens qui étaient faciles à aborder. C'est pas une énorme ville. Si tu es du secteur, bah, tu connais un peu tout. Tu sais tout ce qui s'est ouvert. Et en fait, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, on a monté à chaque fois des espèces de side business avec Avec une des nouvelle choses enseigne. Voilà. déjà existantes Déjà, finalement. voilà, Donc, avec une quelqu'un qui avait enseigne déjà fait la existante. proof of concept, comme Ouais, on dit ouais. aujourd'hui, et ça a déjà été fait. Tu vois que ça marche, tu peux interroger des clients, tu peux Et donc comprendre. vous le prenez sous votre aile. Et donc voilà, on essaye de développer. Et ce qu'on utilisait, c'était que Flamme, c'était quand même une entité vachement structurée avec des services support. Et donc du coup, la personne pouvait bénéficier Ouais. en fait des La services compta, support, du le marketing, tout ça. de la compta, de l'IT. On avait des graphistes, tu vois, on avait des développeurs informatiques, Vous on avait développé proposiez, notre propre système de caisse. D'accord. Ouais. Donc le mec passe un step supérieur. Vous Assez lui rapidement, prenez, un peu clé en main si tu veux, Ouais. sans en plus c'est pas des c'est des gens très honnêtes et généreux, c'est pas des gens qui étaient là pour voler quoi que ce soit. Donc en c'est fait quoi le deal du coup? Vous prenez des parts à quel genre de... en fait on lui alors je t'avoue que j'ai pas la réponse à cette question parce que là-dedans j'étais pas. Ouais. Mais par contre c'est une société à part, il met la marque, il garde sa boutique et après il est pareil, enfin il partage si tu veux les revenus de cette société qui est la D'accord. société franchiseuse. D'accord. Ah oui, il devient finalement associé Ouais, c'est ça. d'autres points de vente Exactement, des finalement. autres points de Et vente lui va futurs. garder la gestion de son point de vente Exactement. originel. Voilà, c'est ça. Pas Voilà. mal, Donc parce qu'il est à la fois pas dépossédé. Entre guillemets, il a rien à y perdre. Voilà. S'il n'avait pas prévu de le développer lui-même, il a Ouais. rien à y Il perdre. garde sa boutique dans tous les Exactement. cas. C'est pas bête Voilà, comme... c'est pas bête. Après, il y a quand même un gros boulot à faire parce que quand tu reprends un concept, la personne, comme elle n'y a pas pensé pour développer justement, elle a aussi pu faire des erreurs, ce que j'appelle des erreurs d'indépendants. Et donc, par exemple, un des concepts qu'on avait identifié avec qui on avait proposé de reprendre, la personne n'avait pas déposé sa marque. D'accord. Sa marque avait été détenue par Nestlé en fait. Donc ok, c'était fichu. Donc Ouais. fallait retrouver un nom, refaire toute une image de marque. C'est pas forcément ok, il y a du succès, mais le truc il a pas de look. Il y a, tu vois, ou alors tout est fait à la main. Ça va être infranchisable. Il va falloir clarifier où on achète les produits, simplifier, éventuellement faire sous-traiter une partie parce qu'il va falloir envoyer, dans le cas des pâtes, des restaurants de pâtes par exemple, des sauces, va falloir les envoyer à tous les franchisés. Il faut trouver le fabricant qui va faire quelque chose de qualité, mais qui va pouvoir envoyer partout. Tu vois, il y a quand même du boulot de structuration et Ouais, c'est bien surtout sûr. ça que j'ai appris en fait. T'en prends comprendre pourquoi ça marche déjà, interroger des clients, observer, passer du temps sur le terrain, analyser les prix, les mix de cartes, tel produit, tel machin, c'est ça qu'il faut vendre, non, il faut pousser celui-là. Cette formule, elle prend pas, tiens, on essaie une autre formule. Tu vois, cette petite ingénierie qui fait que au final, ton concept en a tiré le maximum. Et après, tout ce qui est structuration. Donc, comment on fait des négociations avec des fournisseurs pour leur proposer de voir plus gros. Comment on structure la logistique et aussi comment cette espèce de aujourd'hui Amazon ils appellent ça le playbook, mais quand t'as un franchisé qui va ouvrir dans une ville que tu connais pas, Comment tu lui remets les clés, le mode d'emploi. Exactement, le mode d'emploi. Donc tout écrire et comment tu vas l'aider à vendre aussi son business à la banque. Parce que lui, c'est un entrepreneur solo. Il va falloir qu'il aille à Périgueux, à Brive-la-Gaillarde, tu vois, aller vendre aux banquiers son business. Mais il est évidemment probablement pas capable d'écrire un dossier, de faire une belle presse, de sortir des tableaux. Et ça, en fait, j'avais tout pareil, il y avait des cases à remplir avec son nom et tout. Mais en fait, le gros du truc, l'explication, le machin un peu vendeur, tout ça, c'était fait. Mais du coup, des dossiers, si tu veux, bancaires et des banques, ça vaut de l'or, j'en ai fait, ça. quoi. Mais ça vaut de l'or. Comme expérience? Bah, non seulement comme expérience, oui. et puis je sais pas enfin, j'imagine que c'est un truc que t'as reproduit, que t'as réutilisé, que t'as transformé, c'est précieux. Oui, faire des business plans, faire des presses. Oui, tout à fait. C'est ce que je sais faire aujourd'hui. C'est ma zone de confort, on va dire. Ça veut pas dire que c'est facile, mais non. Mais en fait, je sais très bien comment on s'y prend. C'est très précieux. C'est hyper précieux. Donc faire tourner ce business, les ficelles de faire tourner ce business,
J'ai vu. Et puis, j'ai baigné dans ce secteur pendant 8 ans, où t'allais à des salons, voilà, tu vas à des salons, tu vois des conférences de groupe Bertrand, de machin, de bidule, tu te fais un peu de réseau, tu comprends comment les autres fonctionnent, tu vois, t'analyses les chiffres, tu regardes des trucs de marché, tu baignes dedans. Donc, je connais bien le secteur, mais qui est le secteur de ce que j'appelle un peu à l'ancienne. C'est le secteur à l'ancienne, des concepts très dupliqués et franchisés pour y aller, à fond de train, quoi. Qu'est-ce qui est à l'ancienne là-dedans? Est-ce que c'est l'idée d'une vision économique un petit peu juste simplement commerciale et un petit peu limitée dans sa représentation? C'est ça qui est à l'ancienne? Non, pas assez je brandé, vais pas leur jeter la pierre parce non, que c'est tout pas ça que je veux dire, mais ça correspond à une époque, c'est pas du tout. C'est une époque voilà. où on se fichait de, mais c'était pas que eux, si tu veux, ce secteur-là, hein. On était tous comme ça, on achetait au supermarché sans se poser de questions de ce qu'on achetait. Moins de conscience. Ma mère, elle mettait des trucs, on avait des trucs surgelés dans mon frigo, dans mon congèle que j'achèterais pas à mes enfants aujourd'hui parce que maintenant tu sais. À l'époque, tu te posais pas la question. On n'allait pas chercher ça. Non, c'était pas. On était dans un concept, on cherchait le concept, dans le plaisir, il fallait qu'il y ait du commerce, fallait que ce soit joli, que ça vende. Fallait qu'il y ait de l'animation Saint-Valentin, du machin, du bidule. Aujourd'hui, on en t'étais veut un dans peu la plus. surconsommation. Okay. En fait, là, ça, c'est l'ancien monde. Voilà, c'est l'ancien monde. Oui, mais l'ancien monde qu'on reproduit encore un peu. Enfin, certains continuent à perdurer cet ancien monde sans se poser de questions. C'est pour ça que je trouve le nouveau monde, il arrive à faire. Je pense aussi que l'ancien monde, il est très commercial. C'est-à-dire, mais encore une fois, il répond aux besoins d'une époque probablement. C'est ce que les gens voulaient. Aujourd'hui, en tout cas, de mon analyse pour les gens urbains, si tu fais des restaurants en centre-ville, l'urbain est un bobo qui se sait ou qui s'ignore, mais en tout cas au fond de lui c'est un peu un bobo, il ne veut pas se sentir le pigeon d'une chaîne trop marketée, et donc tu peux plus faire ça. Et je pense que, ou en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui on revient à une recherche de quelque chose de plus authentique. Néanmoins, là où c'est difficile, c'est que c'est un peu antinomique, si tu veux. Authentique veut dire le petit gars dans son bouclard qui ouvre le rideau de fer. J'ai eu cette discussion avec ma charmante attachée de presse il y a pas très longtemps, Sophie, qui me dit non, mais moi j'aimerais que tous les restaurateurs, ça soit Robert et Jojo qui ouvrent son rideau de fer le matin avec amour, qui t'accueille avec le tablier, le truc. Oui, sauf qu'aujourd'hui on n'en vit plus trop de ça. Économiquement, c'est compliqué. C'est super de faire dur. Ouais. Et donc, et que c'est éreintant. Alors même si on en vit, c'est éreintant. Ça veut dire que t'es dans ton truc, tu fais 80 heures semaine, et si t'es pas là, ça marche pas. Tu reproduis une aberration qui est aussi celle de l'ancien monde et qui en restauration encore court dans la plupart des cas. Oui, hein, et qui a qui a une beauté, c'est ce côté artisan. Mais tu peux aussi arriver à dire, je veux faire quelque chose de bien, sans forcément me tuer à la tâche et vouloir construire quelque chose qui me donne un peu de confort. C'est un métier d'artisan, mais c'est aussi un business, et concilier les deux, ça doit pouvoir se faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sophie? On l'embrasse, et du coup elle va se dire, attends, c'est vrai que se lever à 8h du matin, non, on l'embrasse c'est joli sur la carte postale, mais c'est vrai quand on y pense. On a ce débat et j'adore débattre avec elle, mais au fond elle a raison, et moi en tant que cliente, en vrai, c'est là où c'est le paradoxe. Je vais presque plutôt que chez des artisans aussi. Ouais. Mais c'est pas ce que je fais, et heureusement qu'il y a des gens qui viennent chez nous aussi, parce que bien sûr. Voilà. Et donc en fait, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, et ce nouveau monde, c'est d'essayer de garder cette plus d'authenticité, de ramener cet amour du métier. Je dirais que ces années-là, elles ont fait perdre aussi à plein de gens un peu de l'amour du métier. En salle, en cuisine, parce que finalement, t'as trop simplifié les produits, t'as trop mis de produits sous vide, surgelés, les cuisiniers cuisinent plus, ça assemble, ça, tu vois, c'est pas drôle en fait. Ce métier est difficile si t'as pas ce plaisir de recevoir et d'avoir créé quelque chose. La compensation, elle est là aussi. Elle est là, la compensation. Elle est pas dans l'argent, elle est pas dans le sommeil. Ça, c'est sûr. Donc elle est là, et donc tu l'as perdue. Et en salle, c'est la même chose, et on t'a mis les uniformes et le machin Saint-Valentin nul que tu vends avec la formule bidule, tout ça c'est un manque de sincérité. Et du coup, les gens se sont détournés de ça aussi dans le recrutement. On le voit aujourd'hui, on dit le Covid, mais il n'y a pas que ça en fait. Ça remonte à plus loin. C'est pas un métier qui te met des étoiles dans les yeux, sauf quand t'es en étoilé, mais sinon, bof quoi. Et encore. Revenons à cette époque-là, à ces 8 années, avec une question qui me semble importante parce qu'elle peut être inspirante, et je pense que ça t'a nourri. T'as parlé de destination, t'as parlé de New York, t'as parlé de Madrid, t'as parlé du Japon. Est-ce qu'à cet âge-là, est-ce qu'à ce moment-là de ta formation, tu y vois des choses, tu retiens des choses, et en quoi ces voyages nourrissent la personne que tu es à ce moment de ta carrière en fait?
Ou pas du tout? Si, alors ce que ça nourrit, non, c'est pas vrai. Ce que ça nourrit, en fait, aujourd'hui dans ma carrière, si, je pense que ou à c'est ce moment, enfin, est-ce que tu... C'est une forme de force que j'ai, ou de compétence, je sais pas quel est le mot. J'ai une bonne culture générale de la nourriture, en fait. Mais comme ça me passionne, si tu veux, j'ai enquillé aussi des documentaires à n'en plus finir, des cours de cuisine, des films sur des chefs, des voyages de la fourchette de Julie, le sac à dos, je sais pas quoi. J'ai tout vu. Petit Renaud, j'ai fait tous ces trucs. Jamie Oliver, j'ai vu tous ces trucs à n'en plus finir. Voyager. En fait, ce que ça m'amène sur ma deuxième étape juste après Flams, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Mais aujourd'hui, en fait, comme c'est le sujet qui me passionne le plus, je retiens tout. Je retiens mais chaque alors, du coup, plat, tes voyages, chaque ils ressemblent truc, à chaque quoi? machin. T'explores à chaque fois? Moi, un voyage chez moi, c'est d'abord où on mange et qu'est-ce qu'on mange, et ensuite qu'est-ce qu'on peut visiter autour. En vrai, c'est un peu ça. Voilà. Je suis très adaptable, mais faut pas trop sur la nourriture, faut pas déconner. Et qu'est-ce que tu regardes à ce moment-là quand tu voyages? En l'occurrence, t'es dans un truc où t'apprends à structurer, à brander, à raconter des choses, à monter des concepts. À ce moment-là, du coup, quand tu rentres dans un restaurant, j'imagine que c'est encore le cas maintenant. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu te dis? Forcément, tu y vas avec un œil un peu analytique. Oui, alors moi j'y vais. Oui, et puis non, en fait, un œil vachement émerveillé que c'est Disneyland à chaque fois pour moi, un truc comme ça. Donc je trouve ça magique. J'essaie de goûter tout ce que je connais pas, tout ce que j'ai pas goûté. Je demande qu'on m'explique ce que c'est, d'où ça vient. Je vais dans des marchés, je vais dans des supermarchés aussi. Je regarde ce que les gens mangent et je regrette, si tu veux, à chaque voyage, de toute façon, qu'il n'y ait pas plus de repas dans la journée et qu'un estomac puisse pas plus absorber de choses parce que je repars en n'ayant pas tout goûté et c'est une frustration au fond. Frustrant. Exactement. Est-ce que ça nourrit des idées? Est-ce que tu te dis parfois, ça, c'est des choses qui s'importent? Est-ce que pour toi, les idées s'importent? Est-ce qu'elles peuvent se dupliquer d'un pays à l'autre? Est-ce que c'est pas une évidence, au contraire? C'est quoi ton regard là-dessus, justement? C'est une très bonne question. En fait, ce que ça m'a appris, en réalité, c'est que c'est très, très dur d'importer une idée dans un autre pays. En fait, tous ces voyages, Madrid, Japon, New York, tout ça s'est soldé par, j'aime pas le mot échec, mais ça n'a pas marché, ça n'a rien donné parce que c'est des concepts français. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là l'immensité de différences qu'il y a entre des pays qui peuvent nous sembler proches. Culturellement, c'est l'Occident. Bon, tu vas au Japon, tu te doutes que ça va pas être proche. Mais quand tu vas à New York, honnêtement, j'y vais en me disant, c'est un grand pari. On a voilà, alors que ça la va galette être pareil, saucisse à Manhattan, c'est pas une évidence. Non, mais du coup, effectivement, tu te rends compte, mais c'est plus subtil. C'est là où le diable se cache dans des détails. C'est pas juste, ils aiment pas manger des pâtes. Et eux, dans cette culture-là, ils font hyper attention aux carbs. T'es en France. Au quoi? Aux carbs, donc aux glucides. À cette époque-là, culturellement, à New York, les glucides, c'est l'ennemi. C'est pas le cas en France encore. En France, l'ennemi, c'est le gras, par exemple. Tu vois, t'as les modes nutritionnels. Donc là, du coup, les carbs, les mecs, tu leur dis, vous allez manger un grand plat de pâtes, ça va être ça. Bah non, en fait, ça bloque, ça les fait pas rêver. On avait des formules avec des desserts. Ils mangent pas de dessert. Ils mangent pas de dessert à ce moment-là, ils mangent du sucré à un autre moment. Donc toi, tu t'es donné du mal sur tes desserts, mais en fait, personne les prend. Du coup, ton ticket moyen, il marche pas parce qu'en fait, ils ont une culture où tu peux tout changer. Tu peux tout personnaliser. Tu vas aux US, mais tu le vois dans les films. Donnez-moi une Cobb salade sans machin, sans. En France, on fait pas ça. Pas très peu. Mais là, du coup, je me retrouve au comptoir, qui a un truc à emporter, avec des gens qui disent oui, mais sans le piment. Bah non, en fait, comment ça sent on peut pas faire ça. Tout a été prévu, on peut pas le changer. C'est pas personnalisable, ça les ennuie. Enfin bref, 1 milliard de petits détails qui sont même pas sur le cœur du produit. Ils ont pas dit que c'était pas bon. Ils mangent pas comme ça, c'est tout. C'est culturel, quasiment. C'est culturel. Et tu te dis, souvent, les gens se disent, on va se développer, on va faire ensuite l'Europe. Oui, moi aussi, je dis, un jour, on va faire l'Europe. Sauf que je mesure très bien à quel point ça va être difficile. Lancer un pays, c'est un énorme pari et c'est un combat. Et en fait, comme tu ne comprends pas la culture, dans ces petits détails, et même si tu parles la langue, ça veut dire qu'il faut sur place des gens à qui tu fais une confiance aveugle parce qu'ils vont te dire des choses que tu comprends pas a priori. Donc t'imagines, tu lances la Belgique, le gars sur place qui est belge, enfin vaut mieux qu'il soit belge, il va te dire non, ton truc qui cartonne en France, ça va pas marcher. Tu le crois pas, tu lui fais confiance. Et si ça marche pas, tu lui dis putain, c'est moi qui avais raison, mais est-ce que tu es sûr que si tu remets ton truc ça va marcher? En fait, la difficulté, elle est là. Et alors, elle est dans la confiance que tu vas avoir dans le pays, tu vois. Mais comment on la contourne? Ça veut dire que si tu veux, il faut envisager, étudier, passer du temps avant de... Il va falloir, dans mon idée, c'est qu'il va falloir des gens de confiance
qui sur acceptent place, d'aller qui là-bas. connaissent culturellement là. Ah oui, Ouais, soit en qui a- éclaireur. en T'envoies équipe, ouais, tu peux soit envoyer des gens à qui t'as connu en France, Ouais, ouais. qui t'as complètement confiance, qui vont habiter là-bas et ils vont se plonger dans la culture. Soit à l'inverse, des gens de là-bas à qui t'as appris à faire confiance. Mais Il te faut des éclaireurs. il faut, En et tout cas, des signaux qui vont te permettre de dire ça passe, ça passe pas. pas, et c'est pour ça qu'il faut faire ça, ce truc-là, ça va cartonner, ça non, et Ok. voilà. Et Note pour l'histoire. On n'y va pas avec son concept sous le bras. tu vas en pas avec disant, ah bah non, pour moi c'est un job. Ouais, c'est le casse-pipe direct. Ah ouais. Et on n'y va pas non plus, enfin, en déléguant à je sais pas qui, en disant mec, vas-y démerde-toi, je te donne les clés du pays. Ouais. Non, faut comprendre. En fait, faut rentrer dans la tête du consommateur. Il faut arriver à comprendre comment il mange, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui lui Et fait à quel vibrer. moment on se trouve Et à quel là-bas, moment- comme voilà. tu disais, cette époque où on était contre, je sais plus quelle molécule, et c'est compliqué quoi. Ouais, exactement. Voilà. Qu'est-ce que ces voyages? Tu parles du fait que ça t'a ouvert vers un deuxième step qui a duré 2 ans, en l'occurrence celui-là. Après, c'est 8 ans dans ce groupe qui t'a beaucoup appris. Oui. Les 2 ans, tu vas les passer comment, où, et tu vas faire quoi? À un moment, je me dis bon, j'ai fait le tour. Du monde. Pour plein de raisons. Non, de chez De eux, quoi. l'exercice, Voilà, bien sûr, ça. À un moment, j'ai fait le tour. 8 ans, c'est quand même beaucoup. Et je me dis, je vais monter ma boîte. En fait, j'ai fait une école de commerce et j'avais fait une formation. Ma dernière année de formation, c'était entrepreneur. T'as fait quelle école? J'ai fait HEC et j'ai fait la formation, le master entrepreneur. Ouais. Donc à un moment, il faut quand même aller au Et là, bout de cette ouais, histoire. dans le coin de ma tête, je me dis bon, ça doit bien Ce serait servir quand à même quelque bien, chose clairement. a priori. Et donc je me dis bah vas-y. Alors là, avec une énorme naïveté, je me dis bah il faut trouver une idée. C'était le début déjà de la folie un peu des startups tech. Et donc je suis toute seule. Donc là, franchement, je fais, on apprend toujours. Donc j'ai appris 1000 choses, mais rien de très valable. C'était clairement pas assez ambitieux. Mais je me dis, quand je pars en voyage, je sais où je veux manger parce que TripAdvisor et autres guides me disent le nom des restaurants. Mais bon Dieu, je ne sais pas quoi manger parce que personne ne te dit quelle spécialité il faut découvrir. Et les gens reviennent de Thaïlande en ayant mangé des pâtes thaï, comme au Thaï en bas de chez eux. Ça, c'est pas ça la culture du pays. Et donc, il faut apprendre aux gens. Enfin, il faut un guide pour les gens comme moi, que je pensais des millions, mais en fait peu, qui sont obsédés par le fait de manger. Et qui ont envie de tout découvrir. Ouais. En fait, ce qui est fascinant dans la nourriture, c'est que la nourriture, c'est toute la culture d'un pays. Tout est dedans. Dans ses moindres détails, t'as toute l'histoire, t'as les Bien traditions, t'as la religion, t'as les colonisations, les guerres, les machins, les trucs. Ouais, en fait, toutes tout les raconte influences, quelque les chose. cultures, Ouais. bien sûr. Et donc, quand tu creuses l'histoire d'un plat, il y a quelque chose à raconter du pays. C'est un super point d'entrée, en fait, pour découvrir un pays. Et c'est aussi, quand tu donnes les clés aux gens pour être à l'aise pour aller manger des choses qu'ils connaissent pas, parce que sinon les gens vont d'un resto à touristes avec des cartes qui sont traduites, parce que et oui, c'est un peu angoissant en fait, tu sais pas pourquoi, mais tu te retrouves comme si tu avais 8 ans quand on te dit de manger quelque chose que t'aimes pas et tu sais pas pourquoi à 8 ans t'oses pas le mettre dans ta bouche. Bon bah tu te retrouves dans cette situation un peu enfantine où t'oses pas, alors qu'il va rien t'arriver, hein, au pire t'aimes pas, c'est pas grave, mais non, t'oses pas, donc tu vas dans des zones confort de touristes où tu manges toujours la même chose et c'est dommage. Et donc l'idée c'était de faire un guide où t'aurais tous les plats, c'est assez visionnaire, enfin un peu trop d'ailleurs, ça devait faire de la reconnaissance d'image, tu devais pouvoir scanner n'importe quelle carte et ça allait te dire donc sous-entendu. Oui, mais là si tu prends le premier pays que j'ai fait, c'était la Thaïlande et donc c'est l'alphabet, tu sais pas le lire non plus. Donc si tu vas dans un boui-boui au bord de la route authentique, là où tu devrais aller, en fait tu vas pas, ça va être dur. Donc le téléphone te disait le nom des plats en thaïlandais, il devait reconnaître l'image mais il savait pas le faire à l'époque et encore moins reconnaître idéalement tu pouvais scanner je sais pas une brochette dans un marché et il te disait ce que c'était. Bon là aujourd'hui c'est peut-être possible. C'est hyper ambitieux. En 2013, laisse tomber. Donc j'avais un pote, Denis, que je salue ici, qui bossait dessus, qui avait monté une boîte de reconnaissance d'images. Mais oui, clairement, il m'a aidé, il m'a fait mon app, mais clairement, on pouvait pas reconnaître une brochette dans un marché. Et en plus, là où c'était complètement idiot, c'est qu'à l'époque, t'avais pas le roaming. Donc en fait, quand tu partais à l'étranger, ton forfait te coûtait hyper cher. Si t'étais pas au Wi-Fi, tu pouvais pas utiliser ton téléphone. Ah zut, on aurait dû y penser. Zut, mince. On avait pas pensé à ça. Voilà. Donc c'était un peu idiot, mais néanmoins, j'ai fait plein de belles choses quand même. Et ça m'a appris, à toute petite échelle, à monter ma propre boîte.
Bon, bah, donc, quand même, tu déposes des comptes et t'as un comptable et les comptes Facebook et le compte Twitter et le machin et je fais ma promo et je fais mes Google Ads et je me fais référencer et je vais négocier chez des clients. J'avais Voyageurs du Monde était en train de me commander des choses pour mettre dans leur guide. SNCF aussi, on était pour parler pour que je fasse au final, ce que je suis devenue un peu là-dedans, c'était je créais du contenu, en fait. La valeur que ça avait, c'était pas tant l'app que la somme d'informations que j'avais rassemblées sur les plats. Alors attends, il faut que tu nous expliques. Quel est son nom? Ah, ça s'appelait Eat Trip. Eat Trip. Ouais. Ok. Très bien, très droit. On voit de quoi ça. Oui, c'est clair. On voit ce que ça ça avait raconte. un logo en forme de billet d'avion, c'était assez clair. Donc tu vas décider de passer 2 ans à développer cette app. Exactement. Ok. Et donc là, tu vas tout faire en Et là, je fais partant tout. De rien. Ok. De rien, et donc notamment, Donc t'investis quand même. Oui, un j'ai peu investi des d'argent, sous. puisque Ouais, tu ouais, parles bien de sûr. comptable, de Oui, choses. T'emploies des gens, Non, j'emploie pas. Enfin, en freelance, quoi. En fait, l'erreur numéro 1, mais que je reproduis plus tard, du coup, c'est déjà je commence seule. Donc j'ai pas d'associé. Et pour une app, j'ai même pas de développeur. C'est vraiment idiot. Donc je paye des gens pour le faire, mais quand tu comprends que à chaque mise à jour Tu payes. de je sais pas quoi, tu payes. Ouais. Tu comprends que ça va pas aller loin. Et effectivement, bah, je développe. Donc l'app, elle se vend. Apple m'a versé 70 €. La somme, elle était payante. Par ça aussi, c'est long à expliquer, mais c'était au moment du shift, les apps devenaient freemium à l'époque. Au début, t'appelais. Donc moi, je me disais bon bah ok, on va faire c'est une app comme un guide. Au lieu de faire un guide papier, on va faire une app. Les gens vont acheter comme ils achètent leur guide du routard en partant. Ils vont acheter la nouvelle version Thaïlande, machin, bidule. Bon, sauf qu'en fait, à ce moment-là, t'as la bascule, tout devient freemium et plus personne n'achète rien. Ouais, donc Bon, plus voilà. de modèle économique. Il y a plus vraiment. Ouais, j'ai jamais trouvé le le modèle économique. Au final, encore une fois, j'étais en train de bifurquer sur du B2B où en fait la somme de ce que j'avais rédigé et accumulé, elle était vendable pour encore une fois Voyageurs du Monde qui voulait faire un super truc pour les gens qui partaient en Thaïlande. Tu pouvais flasher, télécharger à le truc. destination de leurs clients, par exemple. Exactement. Ok. Ouais. Comment tu vas en finir de cette aventure-là, puisque visiblement, tu n'as pas trouvé le chemin. Non, j'ai pas trouvé le chemin. Eat Trip est resté en l'air. Voilà, exactement. J'avais quand même fini par trouver quelqu'un qui voulait bien s'associer avec moi, un développeur très sympa. J'avais rencontré 100 000 personnes. J'avais fait des pitchs, des jobs, des founders dating, des je sais pas quoi. J'en avais fait plein. Tombe sur un gars, mais qui veut pas quitter son boulot tout de suite. Bien lui en a pris, néanmoins. Et au final, un jour, il développe le soir, le week-end, m'envoie des versions et tout. Mais un jour, il me dit, bon, j'arrête. Et là, ça faisait 2 ans. T'arrives aussi au bout de tes ressources de chômage, évidemment. Ouais. Et tu te dis, bon, là, je sais plus par quel bout prendre le truc. J'arrive toujours trouver personne. Ça va nulle part. J'ai pas de business model. J'ai pas d'associé. J'ai plus d'argent. Bon, faut savoir dire stop. Et donc, à ce moment-là, je me dis stop. Et on va retrouver un boulot. Et tu le vis comment ça? Parce que on s'est parlé de HEC, d'une finalité entrepreneuriale. Là, finalement, c'est la première fois que tu te lances par toi-même et t'as pas trouvé la clé là pour le coup. Oui, ça m'a pas traumatisé, je crois. On passe à autre chose. Ouais, j'ai pas l'impression. Non, c'est marrant. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on me demande ça. Tu vois, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est ton premier truc. Ouais. C'est pas que ça plante, mais tu trouves pas. Oui, c'est ça. Si, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça plante. Oui, je trouve pas. Il se passe rien. Pas grave, on enchaîne. Non, bah alors je suis entourée globalement, de toute façon, de gens hyper bienveillants toujours, que ça soit ma famille, mon ex-mari à l'époque et mes amis. Personne me. On y va. Je sens pas de jugement ni quoi. Je sais pas. Ça me fait. Mais parfois on n'a pas besoin des autres pour se. Non, par contre, je me dis bouge-toi parce que on va pas traîner comme ça. Ça fait 2 ans que tu traînes entre guillemets. Ouais. Voilà, on se dépêche. Et donc je refais un CV et je me dis tiens, il y a 2 trucs que j'aime bien. Il faut dire qu'à l'époque j'habite Sentier, moi. J'habite à Sentier et j'étais à 200 mètres de ce qui s'appelait le NUMA à l'époque, qui était l'incubateur numéro 1 à Paris. D'accord. Et donc j'avais un bureau là-bas parce qu'il faisait un peu coworking. Et donc j'étais dans une espèce de fourmilière de start-up dont certaines que j'ai côtoyées de près qui ont fait des choses exceptionnelles aujourd'hui. Et donc je me suis dit waouh, c'est vachement sympa de pouvoir, hyper stimulant. Et le côté je vois plein de business models, je donne des conseils aux gens. Tiens, ça pourrait être pas mal. Donc en fait j'avais 2 voies, soit je reste dans la food mais
je sais pas trop où aller parce que j'ai déjà fait le groupe de restauration un peu old school et j'ai essayé de faire de la tech. Putain, là, je vois rien. Je vois pas quel autre truc il pourrait y avoir. Pourquoi pas aider dans un incubateur, en direction adjointe de quelque chose comme ça. Il y en a plein qui se montent. Et donc, en fait, je vais voir des fonds d'investissement en leur disant, ou des fonds aussi, en disant, tiens, entrepreneur en résidence, j'avais compris le concept, marketing en résidence, RH en résidence. Est-ce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous, dans votre fonds, pour aider des entrepreneurs que vous avez chez vous? Ça paraît évident pour toi, mais moi, quand je me mets à la place des gens qui nous écoutent et quand j'entends quelqu'un dire je vais voir des fonds, ça veut dire quoi? Je vais voir des fonds. Comment tu les contactes? À un moment, t'es toute seule quand même. Donc, t'es dans cette phase de transition. Tu dis, il faut que je reprenne le travail. T'es devant ton ordinateur. Tu envoies un mail. Oui. Sequoia. Non, alors là, tu vas trop loin. C'est-à-dire, tu tapes trop haut. Sequoia, c'est des Américains, donc évidemment, tu fais pas ça. Hello. Mais les fonds de la place de Paris, il y en avait déjà plein à l'époque. Donc tu les identifies facilement. Oui, tu les connais. Ça, de oui, toute là, façon, je connais parce que j'ai été baignée dans ce milieu. T'as déjà des contacts? En tout cas, oui, ça me bloque pas d'écrire un mail. Ils ont des sites internet, tu contactes, t'envoies ton CV. Toc. Tout simplement, ouais. Okay. Oui, et puis alors, j'avoue que. Non, mais c'est une question toute bête, mais à un moment, si tu veux, parfois, quand t'es dans des situations comme ça, tu sais pas par quel bout prendre les choses, tu te sens petit, tu sais pas trop quel est. Ouais, puis je me mets dans je grappille un peu partout. Il y a des ressources. Alors j'avoue, ayant fait HEC, t'as plein de ressources aussi. Je me souviens que je me remets dans l'assaut des anciens où t'as des petites formations gratuites qui te remettent un peu le pied à l'étrier. J'ai une mailing list aussi d'anciens HEC entrepreneurs. Ouais. Si tu veux quelque chose, on appelle la Magic List, qui est incroyable, tu demandes tout. Un plombier, une nounou, un job, quelqu'un te répond. C'est incroyable. C'est génial. Faut bien que oui, pour le coup, le réseau est. Voilà, ça aide un peu, mais c'est pas comme ça que je sais plus trop. Je pense, franchement, les quelques pistes que j'ai eues, j'ai juste écrit. Tout et simplement. Comme t'as quand même HEC sur ton CV, c'est sûr que ça aide. C'est évidemment que ça aide. Deux conseils, du coup, avoir juste l'audace ou simplement juste regarder et envoyer un mail. Deuxième conseil, avoir HEC sur son CV. C'est très facile, il suffit d'avoir Word et de le mettre sur son CV. Non, c'est juste pour dire que c'est pas juste au culot. C'est qu'évidemment, t'as quand même ça qui t'aide et qui aujourd'hui m'aide encore, en fait, quand tu vas voir un banquier, ça aide encore. Voilà. Ça rassure tout le monde, même si il y a plein de cons à HEC aussi. Non, mais bien sûr. Et on n'a pas besoin de faire HEC pour réussir. Voilà, encore heureux. Mais en tout cas, c'est un bon coup de pouce. Et donc, du coup, je me retrouve chez un fonds, en l'occurrence, qui avait un poste de quelque chose que je pensais être qu'il me fallait, c'est-à-dire aller voir analyste, quoi. Voilà. Et en fait, le gars m'écoute, c'est Benoît de chez Brega, que je salue aussi, et qui me dit, voilà, t'es pas du tout fait pour ça, il va faire plein de prêts. Et effectivement, là, quand il me décrit le truc, je vois très bien que non, analyser plein de chiffres et faire plein de prêts, ça va pas être mon truc. Mais il me dit, par contre, on vient de rentrer une start-up là, et vu ton CV, ça pourrait bien coller. Et donc, il appelle en direct le fondateur, Patrick, qui est devenu mon associé après, et il dit, j'ai une fille, je pense que tu devrais la voir, il te manque ça dans ton équipe. 2 jours après, on se retrouve dans une brasserie, on fait un espèce de pseudo-entretien, mais il y a pas de job non plus, donc en fait, je sais pas. Et le lendemain, 3 jours après, je pense que j'ai signé un contrat. Où il me dit effectivement il manque un truc comme ça, tu as l'air de t'y connaître en food et en fait là on est au tout début, coup de bol, on est au tout début de la food tech. Donc il vient de démarrer une boîte de livraison de repas qui s'appelait Food Cherry et alors incroyable, ils ont personne qui s'occupe de la food. C'est des gens qui viennent de la tech, donc c'est des gens super à l'époque, mais personne vraiment. Et ils se disent naïvement, tiens, on va mettre un cuistot et ça va le faire. Un cuistot, il va tout gérer. En fait, c'est une boîte qui fait de la livraison de repas. La partie des opérations est en vrai hyper importante et prend une place au fil du temps bien plus grosse que ce qu'ils imaginaient probablement au début. Et le pauvre cuisinier qu'ils avaient mis, en fait, tout seul, il serait allé dans le mur. Injouable. Là où au moment où tu arrives dans l'histoire de Food Cherry, quel est le concept, l'idée, la vision de Food Cherry à ce moment-là avant que tu n'interviennes? Alors la vision, elle est assez, c'est très révolutionnaire. Enfin, en fait, moi, j'en entends parler au moment où je rencontre le fonds d'investissement.
je commande vite fait la veille de l'entretien. Donc, ça J'en ai existe. pas entendu parler. Ça existe. existe. Voilà. Ça existe Ça déjà. existe et par miracle, ça existe dans mon arrondissement parce qu'il servait 2 arrondissements. Et donc, je commande la veille au soir de l'entretien en me disant, bah tiens, j'en ai Ouais. jamais entendu parler de ce truc-là. Le machin, donc tu commandes des plats. Il y avait 2 plats, 2 desserts et tu commandes, ça arrive en 4 minutes. Je comprends pas comment ils font. Ah ouais. C'est bon. Carte, c'est très modeste. La C'est carte très- est voilà, très très courte. très courte. Mais Mais c'est frais bien et livré. ça arrive voilà à une époque où il y a rien, il y a Take It Easy vaguement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de Deliveroo, Uber Eats, il y a Uber Eats, ça Allo existe Resto. pas, ouais. Et Oui, il y c'est a Pizza Hut qui te livre ta pizza si tu commandes, tu vois, mais il y a Ouais, rien. ouais. Et donc ça me paraît magique et super nouveau. Et effectivement, à ce moment-là, bah oui, t'as raison. De temps en temps, j'ai pas envie de sortir, mais je sais pas quoi me Ouais, et puis faire t'as à pas envie de cuisiner. mal Et c'est bouffer, génial. Et j'ai machin. pas envie de mal bouffer. C'est Mm. incroyable. Mhm. Voilà. Et donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'aller proposer de la nourriture saine et bonne, fraîche. À des gens qui n'ont pas le temps de cuisiner, mais pour qui la ressource à ce moment-là, c'est Fleury Michon ou du surgelé ou de la Pizza Hut. Voilà. Et donc, Il y a un on gros vide discute. quand on Il y a un y énorme pense vide. rétrospectivement. Oui. Là, t'es en 2015, il y a un énorme vide. Il y a rien, c'est le tout début. Donc, C'est quand fou. j'ai eu du bol, j'arrive. En fait, j'ai fait plein de premières fois de Ouais, marché. c'est ça. Ouais. Finalement, je m'en rends compte en parlant là. Mais du coup, j'arrive et c'est génial. Et donc, il y a tout à faire. Donc, ils ont une mini cuisine avec un gars qui cuisine les plats tous les jours. Faut inventer des recettes, faut que ça se renouvelle. Génial, j'adore ça. Faut mettre les mains dans le cambouis. Faut comprendre comment on fait une fiche technique, du plat, combien ça coûte, est-ce que c'est le bon Toi, prix t'es qu'on là pour vend. structurer la coulisse food Voilà. de cette histoire Exactement. finalement. Comment Voilà. ça marche? Il y a un labo qui est centralisé et tout part du même labo. C'est ça, on était rue Cadet à l'époque. Il y a un labo, c'est 60 mètres carrés, donc c'est rien. Ils font, je sais pas, 30 repas. On livre 30 repas par jour. Rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et L'appli est gratuite à l'époque, payante. l'appli non est gratuite et tu payes c'est ton ça, plat, tu quoi. payes juste Voilà. ton plat. Voilà, exactement. Et ça arrive en 4 minutes. Économiquement, comment ça? Au début, on se dit, ok, on va là, tout perdre et on espère qu'un jour on perdra plus. Écoute, économiquement, oui, à ce moment-là, t'es dans la start-up pure et dure, donc c'est-à-dire, faut des gens qui croient en nous tires et qui investissent. oui, c'est ça, c'est que tu tires un Excel, au bout de l'Excel, ça a l'air de marcher. En fait, c'est quand même ça. Ouais. Donc, c'est une vision basée sur du volume, qui est la même vision que Amazon, par exemple. C'est pas rentable pendant si longtemps, ça marche. Voilà, ça marche que s'il y a beaucoup de gens qui le prennent. Exactement. Donc, tu as une ambition de faire beaucoup et d'aller très vite. D'autres se lancent pile au même moment. Donc, c'est chouette. Donc, il y a Frischti, à l'époque, il y a Pop Chef, il y a Nestor. Donc, c'est un marché foisonnant. Tous les fonds d'investissement veulent leur food tech, de delivery. Donc, en fait, c'est un peu, t'as ce thrill, si tu veux, un peu de... il y a de la négo, il y a des trucs, voilà, il y a des articles, voilà, c'est une époque, c'est une expérience hyper intéressante. Il y a un segment qui s'ouvre. Exactement. Donc très vite, ça grossit, on change de cuisine 2 fois, on en construit une très grosse aussi. On a des galères de start-up, on a une cuisine qui brûle en fer, on a des cuisiniers qui disparaissent, j'ai des anecdotes de ces années-là. J'ai la BAC, descendre de la BAC dans les cuisines, une bagarre au couteau, un incendie criminel, un fichier S. J'ai aussi, j'ai des anecdotes de dingue. Et donc ça grossit. Mais là, ce que tu décris, c'est au-delà des anecdotes et tout, évidemment, ça c'est très marrant et puis ça fait des souvenirs à chacun. Mais il y a le côté start-up qui est très particulier, c'est-à-dire que là, il y a une surexcitation. Exactement. Là, tu décris une espèce d'effervescence incroyable. Quand tu dis, on sent que parfois même il y a des déménagements, presque là dans ce que tu as dit, on a une cuisine, deuxième cuisine, on en a construit une. On sent presque que tu es en train de dire que parfois vous avez fait des choses qui ne servaient à rien parce que très vite le step d'après venait. C'est exactement ça, c'est ce que je dis toujours c'est la difficulté de ce secteur, c'est que, et je le dis aujourd'hui au fond, et il y a des gens, c'est drôle, qui viennent pour faire encore de ce business-là, c'est pas de la food tech, c'est juste de la food, et il y a une app, en vrai. Et en fait, faut pas oublier que c'est de la food, que la food, ça va pas super vite, que c'est des humains, qu'une carotte, elle arrive comme elle arrive, que ça pousse dans la terre, qu'il y a des saisons, qu'il y a tu maîtrises pas du tout, et en fait, ça scale pas, comme on dit, aussi vite que tu veux. Donc, on se calme. Donc, on se calme pas. Donc, en fait, c'est un peu dans la douleur, pour être honnête, parce que, alors, tu dis des choses qui ne servent à rien, non, mais en fait, au moment où tu te dis, tiens, il faudrait faire une nouvelle cuisine, la prochaine cuisine, nous, quand on en a construit une, c'est presque 1 an et demi. Mais en fait, en 1 an et demi d'une boîte comme ça, t'imagines même pas. T'as fait x3, quoi, ou presque. En fait, t'arrêtes, tu sais plus où mettre la bouffe, donc tu pousses les murs, les gens, ils ont... On va faire une nouvelle cuisine. Voilà. En fait, quand la cuisine arrive, c'est t'es déjà... En fait, au moment où tu décides au prochain step, en fait, c'est trop tard parce que
ta croissance va plus vite que, que ce que t'es capable bien sûr. de structurer comme opération. Donc c'est quoi le truc dans ces moments-là? C'est d'accepter ça, d'accepter qu'il y a un temps de croissance qui est décuplé et qu'il va falloir après espérer qu'un plateau arrive et qu'on arrive à le gérer, espérer que ça continue comme ça. Est-ce qu'il faut ralentir des choses? C'est quoi rétrospectivement quand tu regardes justement cette courbe de croissance qui forcément monte quand on suit une tendance comme ça? Je sais pas si j'ai complètement fini de digérer en fait toute cette expérience-là. Ouais. Au fond, mon analyse, c'est de dire que ce secteur-là n'est pas rentabilisable. Donc en fait, tout le monde a essayé, personne n'a réussi. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? J'en sais rien. Personne n'a trouvé. Voilà, personne n'a trouvé. Au fond aussi, ouais, ça aurait été Enfin, il y a un truc qui j'ai pas la réponse. Si ça ne colle pas avec la vision, t'as besoin de l'argent des fonds d'investissement, mais leur cadre, notamment temporel, ne colle pas avec le business sur lequel on est en train de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il aurait fallu 10 ans peut-être, plus pour que ça avec s'harmonise. un temps plus long pour que voilà. Pour que ça soit, et en fait, non. Mais en même temps, t'avais besoin d'aller très vite pour savoir si ce truc, il allait être rentabilisable, tu vois. Et en fait, rapidement, on est allé... Si tu prends beaucoup de recul et que tu te poses pas la question de qui et quoi a perdu de l'argent, parce qu'évidemment, il y a des gens là-dedans qui perdent de l'argent et c'est pas Bien drôle sûr. et tout. Mais en vrai, t'as payé cher et pour avoir vite la réponse et t'as refermé la boîte. En fait, c'est un peu ça. C'est ça. T'aurais pu prendre 10 ans pour arriver à la même conclusion. Qu'est-ce qui était le mieux? Je sais pas. La conclusion aurait peut-être été aussi différente, avec de la patience, avec des épaules solides, et c'est pour ça qu'il y a des grands groupes qui tiennent encore et qui sont encore dans le match de la livraison sur d'autres modèles. Alors sur d'autres modèles, parce qu'ils produisent pas. Mais parce qu'ils produisent produire pas. et livrer, ça, Oui. tu penses que même avec le temps, même avec des épaules, même avec des capitaux, ah oui, j'allais on dire, n'aurait c'est pas pas pu que du temps, trouver c'est surtout des sous, quoi. Voilà, c'est du ça. coup, voilà. Parce que là, à un moment, nous, on est dans un marché français. Alors, il y en a qui, je pense à Vincent de chez Refectory, là, il tient encore dans ce marché, il fait quelque chose de très bien et beau et probablement il va réussir, mais effectivement, il a eu la chance, la vision, le talent de plein de choses, d'arriver à tenir dans le temps. Les autres ont effectivement pas du tout réussi. Et comme tu es sur un marché français avec des fonds qui ont les poches quand même à un moment moins profondes, le Covid aussi tout ça qui bouge, tout d'un coup t'as des quand le financement se tarit, c'est fini quoi. Il y a plus personne qui regarde le dossier, c'est fini. Voilà. Nous, on a eu la chance dans tout ça d'être racheté par Sodexo en 2018, après 3 ans seulement d'existence, et de faire encore 3 ans avec eux de transition avant de leur laisser la main. Donc Food Cherry, ça existe encore. Et ils en font ce qu'ils veulent en faire. Et en l'occurrence, ça a pivoté, si tu veux, ce marché a pivoté de nombreuses fois. Là où beaucoup avaient commencé sur le soir en se disant quelqu'un qui rentre chez lui, qui a envie de se faire à manger, au final, Deliveroo, Uber Eats sont arrivés dans cette partie-là. Et là, ils ont tout gagné parce que... Ils ont plié le truc. Parce que de fait, ils n'ont pas à produire. Donc c'est beaucoup plus facile. Ils ont une offre décuplée. Écoute, une structure aussi sur laquelle s'appuyer peut-être pour la livraison différente, plus agile. Pas que. Aussi, c'est tout bêtement un truc de gamme, c'est-à-dire quand tu rentres et que t'as la flemme chez toi. Aujourd'hui, Deliveroo, Uber Eats, 80% des ventes, c'est du burger et de la pizza, qui est exactement ce que je ne sais pas livrer si j'ai une cuisine centrale et ça se réchauffe mal, ça, c'est une friture, enfin, faut le faire là tout de suite. Et nous, on livrait froid, enfin, bref. C'est pas du tout, Et donc, en fait, c'est ça que les gens attendaient, donc on n'était pas les bonnes personnes pour répondre à ça. Par contre, le midi, ça a pivoté sur le midi. Le salarié, à midi, qui a un ticket resto, qui veut pas sortir, et il a qu'une boulangerie en bas de chez lui, là t'avais un énorme marché. Et donc ça s'est polarisé, si tu veux, sur cette espèce de complémentarité de la restauration collective, ce pourquoi Sodexo un jour nous rachète en se disant que c'est effectivement complémentaire dans leur portefeuille. Ouais, bien sûr. Ce qui nous a permis, nous, à TF1, à l'époque, d'avoir des Food Cherry à midi quand nos cantines étaient fermées parce que il y avait un truc. Il y avait un deal avec Food Cherry, je me rappelle. Il y avait un deal avec Food Cherry. Ouais, on avait des deals comme ça partout et c'est d'ailleurs ce qui continue aujourd'hui. Ça s'est encore développé. Maintenant, ils ont carrément des petits Food Cherry, ils ont carrément des petits comptoirs avec les frigos derrière, quelqu'un derrière qui te sert du café à et l'offre tout. de restauration collective ça de Sodexo. devient, ça a beaucoup bougé par rapport à l'idée de départ et je pense qu'il y a un besoin sur ça. Après,
la rentabilité économique du truc, là, j'ai plus le nez dedans, mais. Non, et puis en plus, Food Chéri étant un élément d'autre chose, la rentabilité peut avoir un autre aspect, pas forcément une nécessité, mais être une. Je comprends. Ouais. Comment tu sors de cette histoire, toi? Comment tu dis au revoir et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, vers où tu veux aller? Le deal était assez clair depuis le début. Donc, ils nous rachètent et tu négocies en général, on te demande quand tu prends une start-up, surtout une start-up aussi jeune, de rester un moment pour pouvoir transmettre. Ouais. Et donc, c'était 3 ans. Et donc, du coup, on reste les 3 ans, qui se passent plutôt bien. Covid au milieu, évidemment. Donc, encore d'autres aventures et des hauts et des bas, mais globalement, qui se passe bien. Oui, comment on en part? Pas de la super meilleure façon, je dirais quand même, parce que pour le coup, on part en 2021 mars, et là, t'es quand même Covid, et on part, moi, c'est mon petit regret, on part en visio, quoi. On part, tu peux pas faire de fête, pas de pot de départ, pas de, voilà. Donc, je me souviens qu'avec mon associé, on a enregistré, nous, une présentation qui dure 1 heure et quelques, où on avait pris plein de photos, plein de trucs. Enfin, on a fait un espèce on a raconté l'histoire, quoi, en disant un très très long discours, si tu veux, mais en visio et avec des images où on disait au fur et à mesure merci. Mais c'est pas la même chose que. C'est-à-dire que t'as quitté l'endroit. Là, t'étais associé. Oui, entre-temps, je sais pas raconter cette partie, mais effectivement, une partie des associés de départ sont partis et moi, j'ai racheté des parts et on se retrouvait à la fin qu'à 2 avec le fondateur initial. Hyper impliqué. Oui, donc, à ce moment-là, avec cette personne qui t'avait été présentée et tout, donc tu te retrouves à être la deuxième personne qui représente cette entreprise et ça se termine. Tu fermes ton écran, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. T'es toute seule, t'es chez toi, tu viens de faire t'es chez toi et tu t'éteins la visio. Et tu te dis c'est fini. Et tu te dis, ça y est, ouais. Alors après, en vrai, c'est pas ça. Quand tu passes la main, tu sais, c'est fini petit à petit quand même. T'as ta remplaçante qui arrive. Mais symboliquement, c'est un truc quand même, tu dis bonjour, mais t'es un peu, voilà. Oui, symboliquement, c'est pas, j'aurais imaginé mieux. Après, il y a plein de gens que je revois aujourd'hui de l'époque et qui on est très très proches et tout. Donc, mais bon, voilà. Mais bon, dans ma tête, de toute façon, il y avait 3 ans, tu le savais depuis le départ. C'est pas une surprise. Je digérais. Ça m'a pas traumatisé non plus. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vrai qu'avec mon tu te l'es posé avant cette question ou t'attends de fermer ton ordinateur? Non, on se la pose, je pense déjà 6 mois, 1 an avant, en se disant tiens. Et c'est quoi le next step? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on s'y connaît en food, on adore la tech, il y a plein de marchés qui commencent à être en ébullition. Alors ce qu'il faut dire, qui explique tout d'aujourd'hui, c'est que j'ai eu la chance aussi d'avoir dans mes équipes des gens géniaux, dont 2 sont mes associés aujourd'hui. Donc, eux, mais aussi à l'époque ma chef R&D qui s'appelle Caroline, et Patrick, mon associé, qui les 2 tirent la boîte dans un sens éco-conscient, éco-responsable. De façon hyper franche. Et donc en fait, je mets mon nez dedans avec eux ensemble et on commence à tirer le fil. Qui t'emmène sur ce terrain. Qui emmène sur ce terrain. Et donc au fil du temps chez Food Chéri déjà, on fait plein de choses qui sont des convictions personnelles. Alors on met la moitié de la carte végétarienne. Ça te pose des problèmes chez des clients. On enlève le bœuf. On enlève le cabillaud, on enlève l'avocat, on fait des burgers aux insectes pour faire parler des protéines alternatives, on fait du direct producteur, on enlève tous les additifs, enfin voilà, on fait franchement un taf. Il commence à y avoir un discours qui se met sous la proposition commerciale quand même. Et donc on devient mieux manger, et là c'est le mieux devient pas que mieux nutritionnellement bon, mais devient vachement la planète. Donc et donc on rentre là-dedans, on apprend plein de trucs, on lit des bouquins, on regarde des documentaires, enfin bref. Et donc ça devient une vraie conviction. On va ouvrir cette page et tu vas nous raconter justement comment juste une question auparavant, tu parles de tes associés, de ceux qui vont te suivre, tu les as rencontrés. Oui. C'est un truc ça. Comment on se rend compte, comment on sait comment on décide de poursuivre ensemble, c'est quoi qui fait qu'à un moment tu parles avec beaucoup, comment dire, pas d'affect, parce qu'on sent qu'il y a quand même une part de raison et de conscience très aiguisée, mais voilà, on sent que vous êtes très solidaires les uns des autres. Comment ça prend? Comment ça tient? Et comment vous vous dites, évidemment, on repart ensemble? Alors, avec mon associé précédent de Food Chéri, pour le coup, la décision, c'est qu'on repart pas ensemble parce qu'en fait, il est très tech. C'est un ingénieur. Je suis très food. Ça veut dire food tech. Et en fait, on trouve plus. Il y a plus d'idées, On a essayé de bosser sur certains trucs. On en convient en disant, on trouve pas l'idée. On va pas zoner comme ça, 1000 ans. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma nature. Et donc, à un moment,
on était sur une histoire de logiciel d'aide au restaurant, tous les deux. Puis en faisant une rencontre, je vais rencontrer en l'occurrence Céline Chung de chez Bao Family. Je l'écoute et en fait, ça me frappe que le monde a changé entre Flams de l'époque et maintenant, que je l'ai pas vu changer parce que j'étais dans un autre secteur et que en fait, elle a l'air de faire un truc qui ressemble vachement à une start-up, ce que j'avais envie de garder comme ambiance. Dans son agilité, dans son agilité, la data, la tech, tous les outils que tu peux pour te faire gagner du temps et tout. Donc ça, oui, j'avais envie de garder ça. Avec une conscience, avec des valeurs, une conscience, avec quand même le plaisir de la restauration que j'ai toujours voulu. Ça fait 20 ans que mes amis me disent ouvre un resto et je leur dis mais vous savez pas ce que c'est les gars, ouvrir un resto, il faut sortir les poubelles à 2h du mat, c'est pas mon intention du tout. Mais là quand je l'écoute, je comprends qu'on peut structurer autrement. Big Mama est passé par là quand même et du coup, il y a des fonds, alors pas des fonds d'investissement que je connais mais il y a des gens qui investissent, donc on peut lever des sous pour aller un peu plus vite pour sortir ce que j'appelle sortir du nuage, c'est-à-dire t'as une partie un moment dans n'importe quelle boîte où tu vas être très très les mains dans le cambouis et t'as l'impression que t'es submergé de travail, tu bosses jour et nuit, t'en peux plus et ça tu peux pas durer comme ça trop longtemps parce que tu te crames et donc l'argent en général qu'on t'a donné d'avance te permet de structurer, déléguer, tu vas prendre des locaux, t'acheter un peu de confort pour y voir plus clair et voilà et durer plus longtemps et donc cet argent dans ce secteur-là maintenant va te donner la possibilité de pouvoir te payer au début, de pouvoir embaucher des gens qui peut-être permettent de pas être trop dans le cambouis. Oui, bien sûr. Et donc, je ressors de là et à l'époque, c'est mon associé Patrick qui me dit c'est vachement bien, c'est fou, tu devrais faire ça t'irait bien, mais en végétarien. Et puis ça, je me dis ouais, et en fait ça plante la graine et je pense que ça m'a pas pris très longtemps, mais au bout de 3 semaines, je me dis mais en fait ouais, le deuil qu'il y avait à faire, c'était de pas partir ensemble parce que on bossait bien ensemble, mais au final, je crois que c'est le truc qui est fait pour moi. Et végétarien, ça me botte bien. J'étais devenue végétarienne, je l'ai pas dit, mais au fil de cette prise de conscience chez Food Cherry, et je me dis tiens, sur ce marché, il y a rien de végétarien, c'est cool en fait. On va faire écologique. Personne n'a jamais pris ce sujet. Je vais essayer de repenser le resto différemment avec cet angle-là que visiblement personne n'a pris. Ok, ça fait un terrain de jeu, ça a l'air valable. Maintenant, je peux pas partir toute seule. Learning numéro 1 de Hit Trip. Et là, assez vite, franchement, je pense tout de suite. Je pense tout de suite à des gens, quoi. Je vais voir, en l'occurrence, Marine et Mehdi. Marine, elle était directrice du marketing chez Food Cherry. Elle était dans mes équipes. Rarement vu quelqu'un d'aussi solide, avec une capacité de travail comme ça et une éthique de travail comme ça. Et on s'entend très bien. Et on se connaît pas tant que ça à ce moment-là, mais on s'entend très bien. Et Mehdi, il faisait des recettes pour Food Cherry. On avait plusieurs cuisiniers qui nous faisaient des recettes parce qu'il y avait une rotation de recettes énorme. Et depuis toujours, j'ai trouvé ce mec brillant, avec brillant et pertinent. Et on n'est pas toujours pertinent. Et pertinent, ça veut dire arriver à te sortir quelque chose qui est original, que t'as jamais vu, mais confortable, donc pas trop perché, pile poil ce que les gens veulent, et cool, quoi. Enfin, tu vois, ce mix-là qui est genre malin de maintenant, t'as compris ce que les gens ils voulaient maintenant, et tu l'as pas vu partout. Et là, ça pour le coup, c'est très rare, en fait. Tu peux avoir des très bons cuisiniers, qui ont de la technique et qui ont du talent, mais le malin, d'avoir l'air du temps, il est pas évident à avoir, c'est un peu la clé de notre secteur en fait pour durer. Et donc je vais le voir et ça le botte aussi. Et donc et là tu dis quoi? Tu dis on va s'associer directement, tu les envisages comme des partenaires? Oui, parce que je sais que alors Mehdi, au début je me suis dit non, mais je le connais. Pour le coup, il faisait que 2 jours par semaine chez nous. Je me dis, je le connais pas si bien que ça. Peut-être et puis il veut pas. Il était freelance. Il avait ses propres boîtes. Je me suis dit, il va pas vouloir, voilà. Mais au final, on bosse ensemble. Et puis un jour, c'est lui qui va me dire, mais en fait, je crois que, en fait, je voudrais vraiment en faire partie vraiment. Bon bah ok. Alors, tant mieux. Et donc ça se goupille comme ça. Alors ça démarre pas tout de suite, mais au début, pendant très longtemps, je suis toute seule. Le temps qu'ils réfléchissent, le temps qu'ils décident, le temps machin. Et moi, je continue à avancer. Et le premier truc que je fais, c'est une presse, du coup, avec un business plan. Tu vois, je sais faire. Et la chance que j'ai, et ça, c'est Food Cherry, c'est
on n'a pas gagné. En fait, on a revendu cette boîte, mais alors moi personnellement, j'ai pas gagné énormément pour plein de raisons. Par contre, j'ai gardé plein de bons contacts. J'ai un CV du coup. En fait, dans la tête d'un banquier ou d'un investisseur, créer une boîte, revendre une boîte, ça vaut de l'or en fait. Ouais. Créer une boîte, planter une boîte, ouais. Mais créer une boîte, revendre une boîte, c'est la médaille d'or, quoi, si tu veux. Même si c'était pas un prix mirobolant, même si c'est vraiment exactement. Et ça, c'est hyper rassurant. Et donc, je vais voir les anciens investisseurs de Food Cherry, les premiers que je connais, pour leur présenter le truc. Et tout de suite, il y a de l'enthousiasme et vachement de bienveillance. Et en fait, je sens ils me connaissent, en fait. Ils me connaissent, ils savent comment je travaille, que je suis sérieuse, que je vais vraiment, bosseuse, que c'est pas un coup en l'air. Donc, si je vais le faire, je vais le faire vraiment sérieusement. Et donc, très vite, il y en a qui me disent oui. Et c'est un effet domino, une levée de fonds, c'est toujours comme ça. T'en as un qui te dit oui, deux, et puis après, en général, ça déroule. Des amis aussi, des amis qui, là aussi, encore, on va dire merci à HEC, mais des amis qui, à 40 ans, l'âge que j'avais un peu avant, à cet âge-là, quand t'as fait HEC et que t'es en banque ou en avocat, ou tu commences à avoir un patrimoine. De quoi aider les copains. Exactement. Et donc, je remercie aussi tous ceux qui s'écoutent et se reconnaîtront, mais de m'avoir fait confiance. Et des fois, ils ont fait confiance aussi dans des moments hyper durs, parce qu'on a eu plein de galères après. Et il y en a qui ont prêté sans regarder, enfin, vraiment sans garantie, sans rien. Mais donc, on leur dit merci. Et donc, en fait, on démarre avec un peu plus d'1 million, n'ayant pas encore trouvé le local, mais quand même 1 million sur les comptes. Et mes 2 associés qui sont pas encore opérationnels, mais qui sont en train de réfléchir, mais a priori ça va le faire. Combien de temps ça prend cette phase ? T'as levé, t'as 1 million, t'as pas de locaux, t'as des associés qui se mettent dans ton sillage. Ouais, l'été 2021, je me dis, je vais faire ça. Et on a la levée de fonds, elle est bouclée en janvier 2023. Donc, tu vois, il y a eu 4 mois je lance des pistes, je vois des gens. Été 2022, janvier 2023. Non, été 2021, janvier 2022, pardon. D'accord. Ouais, voilà, 4 mois. Rapide quand même. Assez rapide. Mais merci Food Cherry, merci HEC, clairement, y a de ça. Trop bien. Et donc, effectivement, trop bien. Et après, on cherche des locaux. Et en même temps, c'est le rythme de la restauration qui est comme ça. Il est lent. Il est lent parce qu'en fait, t'as plein de... Tu maîtrises pas le temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est par rapport à la start-up que j'avais avant. C'est assez frustrant. Tu maîtrises pas ce qui est dispo sur le marché, tu maîtrises pas le gars qui veut te vendre son local mais qui veut pas, qui je sais pas quoi, l'avocat bizarre, le gars qui est un peu margoulin, c'est long, la banque qui part en vacances, bon bref, tu attends, t'as l'impression d'attendre tout le temps, trop longtemps, alors que toi tu sais exactement ce que tu veux faire, donc ça c'est fatigant, mais pendant ce temps-là, on met à profit le temps pour réfléchir sur notre concept, c'est pas tant un concept que ça, c'est de se dire... Donc là, c'est là où tes associés t'aident et regardent un peu différemment. On réfléchit tout à 3. Qu'est-ce qu'on propose, c'est quoi la carte, c'est quoi... Exactement. Là, on joue à se projeter. Exactement. Et là, en fait, d'abord, on réfléchit sur vraiment le parti pris, la mission de l'entreprise. La mission, c'est vraiment, on se dit, réaliser la transition alimentaire dans la restauration et vraiment prendre ce sujet que personne a vraiment pris correctement. Donc, assez basiquement, on fait des réunions, quoi, où en fait, on déroule tous les sujets. Ça veut dire quoi pour la carte? Ça veut dire quoi pour les tenues? Ça veut dire quoi pour le mobilier, les travaux, le machin, l'énergie, le café, blablabla. Et là, on en a 125 comme ça de lignes. On se dit tous les sujets par le filtre de tes valeurs. Exactement. Et donc, on nettoie et on prend des décisions. Donc, la première décision, c'était effectivement de se dire végétarien. Si tu veux avoir de l'impact, évidemment, ça te fait baisser tellement l'empreinte carbone et aussi sur le marché aérien. Donc ça va être fun. Mais en fait, il y a plein d'autres initiatives, que ce soit sur le sourcing, sur la gestion des déchets, enfin, on a 1 milliard de choses. Donc, on bosse là-dessus et tu prends ton temps, tu choisis tes assiettes, tu bidules, jusqu'au moment où on trouve le lieu, là, dans lequel on est en train d'enregistrer, qui était pas évident parce qu'avant, c'était une boutique de déco.
Alors pour le préciser aux gens qui ne connaîtraient pas, on est sur les quais de Seine, on est face à la conciergerie, on est sur un lieu pour être passé devant, en ce qui me concerne, peut-être 1 million de fois, un lieu où on ne s'arrête pas forcément non plus. Ce sont des quais, c'est connu pour des animaleries, pas forcément pour des points de restauration, si ce n'est peut-être des choses qu'on ne connaît pas quand on est parisien, des endroits pour des touristes peut-être disséminés ça et là. C'est pas évident. Oui, quand on me présente le local, je le connais parce que c'est une boutique de déco. Oui, voilà. Il est superbe. Déjà, il est superbe. Je le connais, j'ai déjà acheté quelque chose dans cette boutique, donc je vois très bien ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on se dit? Bon, ça faisait déjà un moment qu'on cherchait. On voulait un grand lieu. Tout de suite, on a voulu faire quelque chose de gros. C'est pour ça qu'on a levé tout de suite des sous pas mal. Pourquoi? Parce que le volume était rassurant économiquement ou pour le message que ça envoie? Voilà, effectivement, les deux, c'est-à-dire que du volume, un gros resto, c'est plus facile à gérer qu'un petit, l'air de rien. Donc, pour plein de raisons dont on peut reparler après, mais aussi pour envoyer un message clairement pour dire, on veut pas des restos végétariens qui font des chouettes trucs, t'en as à Paris, mais ça reste une petite cantine, si tu veux, la cantine du coin de la rue, quoi. Et on voulait surtout pas envoyer ce message. Si tu veux, dans le côté végétarien éco-responsable, il vient avec un paquet d'images qui dans la tête des gens qui sont pas forcément favorables. C'est un peu moralisateur, c'est un peu chiant, c'est un peu bobo, c'est un peu machin, c'est un peu graine, c'est un peu quinoa. Et c'est exactement ce qu'on veut pas. Si tu veux avoir du succès, a priori, faut pas aller là-dedans. Donc, le fait de faire un grand lieu, un peu ambitieux, c'est aussi de se dire... on casse les codes, les gars, on n'a pas peur, on sait à peu près exactement ce qu'on veut faire. On n'est pas des petits VJ, voilà, on n'est pas sur exactement, nous-mêmes, tout palo derrière un petit comptoir avec 3... Voilà, un peu mettez sur la table, quoi. C'était un peu cette idée-là. Mettez voilà sur la table, ça voilà, c'est une bonne expression. Mettez voilà. Tu vois quoi, voilà, sur la table. Et donc des grands lieux, il y en a pas tant que ça à Paris, il y a plus de 300 mètres carrés, ça court pas les rues. Donc on tombe sur celui-là, et ce qu'on se dit à l'époque, c'est que, et ce que je crois fermement maintenant, le monde a changé aussi par rapport au temps où j'étais chez Flamme, c'est-à-dire que ce sacro-saint sujet du passage n'est plus trop un sujet. À Paris? Non. Tu penses que ça, c'est une... C'est Google qui t'a fait tout changer. En fait, la jeune génération... va là où elle... ne rentre pas dans un resto si elle n'a pas vérifié la note. Ok. Donc tu peux être du passage, et si t'as 3,2, t'auras des touristes perdus, mais voilà. Okay. Et si t'as 5, tu penses que les gens, où qu'ils soient, vont quand même venir, ou que toi, tu te trouves. En tout cas, si t'es dans un quartier et que tu dis, tiens, où je veux manger, c'est pas parce que t'es juste au coin du gros boulevard, mais que t'es quand même à 100 mètres. Là où avant on te voyait pas parce que tu faisais que marcher, maintenant Google te voit et te signale, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu peux besoin d'avoir le café du coin. Tu peux être dans l'impasse à 100 mètres, c'est pas forcément... C'est pour moi en tout cas, je suis sûre que c'est pas du tout un problème. Okay. Donc tu peux créer des endroits, si tu as un endroit de destination comme nous, t'as quand même, c'est pareil, les réseaux sociaux qui te font une com pas chère, qui te font venir. Donc en fait le passage, oui, tu veux pas être perdu. En fait, moi je transforme ça, je dis que c'est plus un sujet de passage, c'est un sujet d'accessibilité. Et ici, t'es pas passant, mais c'est super accessible. T'es à Châtelet, tu peux pas dire que tu peux pas venir. Tout le monde peut venir. T'es en plein centre. Y a zéro problème. Personne peut dire ah non c'est trop loin, trop machin, trop bidule. T'es pas à 5 minutes à pied d'un métro, comme tu pourrais être dans le 20e sur un truc plein de passages, mais par contre, le prochain métro, il est à 5 minutes à pied. Là, il y a des gens qui viendront pas. Accessible. Souvent, on confond ça avec l'idée qu'il y ait du passage et le fait que ce soit accessible. Voilà. En fait, effectivement, qu'il y ait un flux de passants devant chez toi, si t'es pas bon, si t'es pas recommandé, le flux de passants, tu vas pas le capter. Pas aussi bien qu'avant, en tout cas. Pas aussi bien qu'il y a 10 ans. Mais si tu te mets à Babel ou machin et que c'est pas accessible, là, pour autant, t'as beau avoir 5, ça marchera pas. Ça va être aussi, il faut que les gens puissent se rendre facilement chez toi. Ouais. Mais tu peux désormais être un petit peu... c'est comme ça que nous on voit les choses. Donc c'est pas c'est pas forcément le top emplacement numéro 1, mais faut être dans la zone. Mais la zone elle est un peu plus grande qu'il y a 10 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Et après on s'est dit il y a une vue, et alors ce que je crois aussi c'est que les gens vont dans un lieu dans un restaurant, vraiment pas que pour la nourriture, enfin c'est un peu évident de dire ça, mais pour l'ambiance. C'est toujours bien de le rappeler parce que parfois tu te demandes ça. Pour l'atmosphère, et donc l'atmosphère elle tient au lieu. Évidemment, tu peux changer une déco, mais un lieu a une âme
toujours quand même. Qui va au-delà du mobilier. Qui va au-delà du mobilier, des couleurs Ok. que tu as mises, c'est la lumière qui rentre, c'est ce qui se passe autour, et donc effectivement comme tu l'as décrit là, c'est un lieu ici d'angle avec des façades immenses, anciennes, une lumière folle Très ouvert sur l'extérieur. toute la journée, très Ouais. ouvert sur l'extérieur. Quand t'es ici un dimanche au brunch, il y a une lumière folle, t'as l'impression d'être dans un magazine, tu vois, c'est beau, quoi. Tu t'aspires le soleil, t'as la conciergerie en face. Et alors, je pense que c'est un peu personnel aussi, mais moi, je viens de Strasbourg, je suis à Paris du coup depuis mes études à HEC. Et pour moi, Paris, c'est le Graal, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être, Bah là, c'est the place to be. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, si je suis Ouais. sur les quais et que et il fait Plaisir nuit intact. et il y a les lumières Ouais. et voilà, et je me dis ça le marche plus bel encore. endroit du monde, Ouais, que ouais. j'ai tellement de chance d'être là. Et donc en fait être ici là avec les quais, je me dis waouh, là Ouais. vraiment je réalise un peu un rêve pour moi en tout cas. C'est un endroit de dingue. Et du coup, bah, effectivement, la preuve sur le resto qui marche aujourd'hui très bien. Effectivement, on nous le dit toujours. Au début, on nous disait ah waouh, tu t'es mis là, putain, c'est un endroit où je sors jamais. Ouais. Je sais. Donc Ouais. on avait quand même un peu une petite angoisse Non, avant mais c'est un d'ouvrir. vrai truc, ça. C'est un vrai truc. Parce qu'évidemment, quand C'était on un dit pari. c'est ici, moi j'ai Ouais. entendu parler de ce restaurant depuis un petit moment, et il n'y a que très récemment que je l'ai spoté en passant devant, et je me suis dit, putain, mais c'est là. Et typiquement, de ma vie, ça fait Ouais, t'es pas passé là quasiment depuis 150 20... oui. Non, si, Ah oui. alors pour le coup, oui, j'y tu passe roules, mais jamais quasiment tu tous les t'arrêtes. jours. Oui, Mais mais je en ne me roulant. suis Ouais. jamais arrêté ouais. en 15-20 ans Non. depuis que je suis ici. Ouais. Ah ouais. Moi, pour acheter une plante il y a 20 ans, et puis Voilà. cette boutique de déco, le Voilà, pauvre tu qui l'avais marchait fait plus. toi-même, tu l'avais fait Parce une que, fois. voilà, parce que lui, bah, c'est pareil, c'est pourquoi il a arrêté. Il y a plus personne qui vient acheter Ouais. des meubles, et encore moins à cet endroit-là, quoi. Donc, Mais maintenant qu'on sait que t'es là, on se dit que finalement, bah, quitte à être à 200 mètres, on va faire ces 200 mètres et ça a marché. Exactement. C'est ta théorie qui se C'était la vérifie, théorie donc. qui s'est vérifiée, et on est bien content parce que du coup on a un lieu exceptionnel, en tout cas je trouve d'un point de vue architecture, et souvent les gens rentrent et disent waouh, bien, Ouais. c'est vachement beau, et pourtant on a fait une déco bon que je trouve géniale, mais c'est pas tu Qui vois a ce que pas je veux dire. réinventé le lieu non plus. Non, voilà, c'est le lieu, et il jouait vachement. Et donc maintenant quand on cherche des locaux, c'est ça, tu cherches une atmosphère, Ouais. de la rue, de l'endroit, tu vois, une vibe, comme on va Il faut qu'il y ait dire. quelque tu vois, chose il faut qui qu'il y ait te quelque chose précède, en qui- fait. Exactement. Il faut quelque chose qui te précède. Ok. Et tu ne fais que, et donc il y a des endroits, ils sont tout morts. Il y a des rues, Ouais. tu sais pas Tu te dis, pourquoi. il y a rien à faire. Moi, il y a des rues, on me les propose 100 fois et je dis non, cette rue, je l'aime pas. Mais pourquoi Ouais. tu l'aimes pas? C'est Je vais comme pas ça. te dire, elle est pas bien, les trottoirs sont pas bien, la lumière n'est pas bien, et elle dégage un truc qui me va pas, donc pas dans cette rue. Ouais. C'est bizarre. Non, mais hyper bien. Ça veut dire qu'on n'y va pas. Quand on a donc ce on truc, n'y va pas. on n'y va pas. Bah non, elle nous dit rien. Elle va démarrer comment cette aventure? Comment ça va se passer les premiers temps? Combien de temps se sont passés entre ce moment où tu vas donc découvrir le lieu, l'ouvrir les portes, et maintenant? On est à combien de temps là? Alors il y a eu plein de galères. Là, alors quand on découvre le lieu, on est en février 2022. C'est ça, c'est il y a pas si longtemps que ça. Non, on finira par avoir les clés en septembre 2022. Dingue. Ouais. Donc très long, pour plein de raisons, un deal hyper compliqué. C'est ça qu'il faut aussi. Moi j'aime. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des trucs de C'est timing, la restauration. Ouais, Putain, c'est- là c'est- tu parles de 7 mois entre le moment où Oui. où tu dis OK et puis le moment où tu as enfin les clés. Qui ne sont liés que au deal en lui-même, Bien vraiment. Quoi. C'est-à-dire le gars d'avant. Ah oui, mais non, mais c'était si, mais ça compliqué, d'accord. En fait, les non. proprios c'était compliqué, c'était de beau. Ouais. Les avocats, le machin, la copro terrifiante, qui nous a fait des crasses, qui voulaient pas qu'on vienne. Ouais. Évidemment, ils étaient peinards avec un Bah oui. magasin. Voilà, tu veux pas La un resto. restauration, Je personne me n'a mets à envie leur d'un place, resto. je Ouais. comprends. Donc, t'essayes de la rassurer. Donc, des galères dingues et des sujets de travaux. Ouais. Et ensuite, les travaux démarrent. Se passe, et en fait ce local était pas très cher puisque c'était pas un resto, donc on avait de quoi payer direct. Donc en fait je fais une erreur monumentale à ce moment-là que je referai plus. Je signe avec des banquiers qui m'ont dit oui ça va le faire, mais sans avoir une offre, un truc signé, tu vois, un accord signé des banquiers. Et là c'est le pire, j'ai perdu quelques années de vie là dans ce truc-là, je pense, Parce que les banquiers te disent au début on te suive. Ouais, je signe, on commence les travaux parce qu'on avait du cash d'avance, donc on y va, on a déjà perdu assez de temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et en fait, les banquiers, il y avait 2 banques qui prenaient tout le prêt. On parle quand même d'1,7 million, donc c'est pas du tout rien. D'accord. Ouais. Et nous lâchent.
3 semaines après le début des travaux, le premier banquier lâche en disant finalement c'est pas passé, sachant que vraiment je suis naïve mais pas complètement idiote, donc quand il avait dit c'est bon, c'est sûr, je l'avais cru. OK, j'avais pas de papier, mais donc ne jamais croire tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Tous les banquiers, on peut croire un banquier que vous connaissez très bien mais pas tous a priori. Tant que c'est pas signé, c'est clair, et la deuxième nous refait la même chose. Donc heureusement, grâce encore une fois du contact des amis, du coup de bol, de la chance, du machin, on arrive à retrouver 2 banques, mais on a eu l'argent des prêts. Ici, hein, le restaurant, c'est 2,4 millions. Tout le beans, quoi. Les travaux, mais aussi la trésor d'ouverture, tout les avocats, le machin, quoi. Tout le package. Et on a eu les 1,7 million des banques que 2 semaines avant l'ouverture. Entre-temps, c'est là où t'as des amis et des gens qui te font confiance. C'est quand même la plus précieuse qui arrivent à colmater, à te dire pour le matos, pour le machin, bah là je te. Exactement. Donc encore une fois, ta réputation entre guillemets ou je sais pas comment dire, mais peu importante. Ouais, c'est au final. On sait qu'on peut te filer quand c'est la galère, rendras... c'est sur ça que ça finit par jouer. Ouais. Et donc effectivement. La période, les terrible. Nuits là. Là, les nuits horribles en fait. Quand on vient demander à tes amis, c'est pour moi, c'est moi qui demande jamais rien à personne en général. J'aime même pas demander de l'aide. Jamais je me démerde de tout. C'est très compliqué. Ouais. Et oui, et puis tu te dis, en fait, je suis au milieu du guet. Ce truc-là, je ne vais rien en faire. C'est-à-dire, il y a des fils qui pendent au plafond. C'est pas revendable. Je l'ai acheté de toute façon pas cher, donc je n'en vendrai pas beaucoup plus. L'argent est parti en fumée. Ces travaux ne sont pas valorisables. C'est cata. C'est rien, quoi. En fait, là, tout le monde a perdu son argent. C'est la honte. Enfin, tu peux planter les investisseurs entre guillemets quand t'as essayé pendant 5 ans, 10 ans et que machin. Mais là, c'est une espèce d'erreur grossière. C'est nul, quoi. Donc non, pas possible. Horrible. Pas dormi, des nuits entières. On était dans un état. T'es suspendu, puis c'est long. Encore la banque, oui, ça devrait le faire. Évidemment, t'as pas la réponse le lendemain. Oh là là. Tu as tes enfants à ce moment-là? Ouais, j'ai mes enfants. Alors ouais, avant Maslow, j'ai divorcé un peu avant, et donc j'ai mes enfants 1 semaine sur 2. D'accord, mais t'es déjà maman, parce que c'est aussi un dos à gérer. Parce que quand on est entrepreneur, c'est aussi. En fait, à ce moment-là, les enfants, c'est une bénédiction. Hein, de toute façon, c'est un peu le réconfort, c'est un peu le. Oui, ça te fait prendre du recul. Voilà, c'est ça. À un moment, tu te dis quand même, refuge. Ils sont là, ils sont en bonne santé, c'est que de l'argent. Bon, voilà. Mais oui. Et c'est bien de le voir comme ça, parce que c'est vrai que c'est une aide parfois. C'est quand t'as la vague et tout. Le soir, il y a quand même un endroit de vie. Là où où au moins en fait qui te ramène à la vraie fond de la vie, qui quand même est ça. Tout le reste qui permet de déconnecter aussi. Le reste, c'est de l'argent, un jeu d'argent. Enfin, tout ça, c'est tu prends beaucoup de recul. Tout ça n'est qu'un jeu. Hein. C'est du capitalisme, c'est une construction. Bien sûr. On crée des trucs pour. Mais les enfants aident beaucoup. Au fond, voilà, c'est les gens quand même le plus important. Donc ils sont là. Et surtout, aujourd'hui même, c'est plus tant la galère que ça, mais entrepreneur, ça t'aspire un peu, hein. Donc tu pourrais te perdre là-dedans et avoir des enfants. En tout cas, avoir quelqu'un qui a besoin de toi avant avant toi, c'est vachement bien, hein. Ça te met un stop, en fait. Voilà, il est 19h, maintenant on rentre, tu réfléchis à ta journée un peu autrement, tu délègues. Et si tu veux que ça passe demain, il faudrait que tu fasses mieux et que tu t'y prennes différemment. Exactement. Et c'est très sain, en fait. Je suis d'accord. Donc non, heureusement qu'ils sont là. Et donc oui, une période très difficile. Ça finit par s'aligner. Il reste l'angoisse ultime de se dire on va ouvrir les portes, il va y avoir personne, qui est une angoisse qui arrive à chaque ouverture de resto tout le temps, même quand c'est ton 150e. Et même quand t'es l'un des plus grands chefs du monde. Sûrement. Alain Ducasse me disait il y a pas si longtemps que ça, il m'a dit à chaque fois que j'ouvre un restaurant, je me dis mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Quelle angoisse, Et il le dit très sincèrement. Ah oui, mais je veux bien le croire, parce que toujours, moi je trouve que c'est un métier qui est c'est très artistique en fait. C'est de la création de quelque chose, donc d'une atmosphère, d'un look. C'est très fragile. Tu dois donner envie aux gens de venir, et c'est un peu évanescent ce que tu vois, tu sais pas quels sont, c'est pas parce que t'as mis le bon prix et la burrata, je sais pas quoi. Il y a pas exact, il y a quelque chose derrière qui est du feeling, et ça peut planter, et donc t'as une angoisse de dire ça va pas plaire, ils vont trouver ça nul, ça va pas plaire, voilà. Et donc arrive ce jour où là on a méga peur, et on a là on a méga peur, parce qu'en plus c'est végétarien. Je suis jamais venu ici. Ah oui, parce que t'as tous les gens qui t'ont dit végétarien, les banquiers qui t'ont dit non, parce que quand même végétarien, vous êtes des fous. Enfin, t'as eu des signaux, si tu veux, avant, de gens qui te disaient des signaux, en tout cas des messages, des avis, des messages. Et au final, ça marche tout de suite.
quel coup de bol. Ça marche parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a le marché, enfin les gens étaient prêts pour un truc comme ça. En fait, c'était le bon timing. Voilà. Finalement, c'était pas si farfelu de faire du 100% végétarien. Visiblement, ça choque pas tant de monde que ça. Mais vous communiquez? Est-ce que le truc de Maslow, c'est de dire, ici, c'est 100% végétarien, ou au contraire? Non, on n'a pas parlé de ça, effectivement, mais tout le parti pris, c'est de ne jamais en parler. En fait, on estime que le propos d'un restaurant, c'est de te proposer une expérience. De plaisir. De plaisir, exactement. Et pas, peu importe ce que tu manges, mais bon, les gens sont de plus en plus habitués. Tu vas dans des restos, menu unique, tu vas pas choisir la carte. Enfin, ils sont de plus en plus quand même habitués à se laisser emmener dans des univers. Donc, le propos, alors, est végétarien un peu, éco-responsable, on va passer 3 minutes là-dessus, ça l'est pas du tout. Donc vraiment, on estime qu'éco-responsable, c'est pas un thème, hein. C'est rien, c'est des façons de bosser. C'est une façon de bosser. Et je dis souvent, j'ai dû le dire 1000 fois, c'est comme payer ses impôts, déclarer son URSSAF. Je raconte pas ça à mes clients. Ouais. Nous, on le fait parce qu'on voit pas comment on pourrait bosser autrement. Entre guillemets, on pourrait pas se regarder dans la glace si on faisait moins bien que ça. Donc, on le fait. C'est pas le propos du restaurant. Ouais. C'est juste nos méthodes. Par contre, végétarien, c'est un peu plus le propos des restaurants, mais clairement, on se dit tout de suite, voilà, même nous, même moi, qui suis végétarienne depuis maintenant, 8 ans, je vais pas dans des restos végétariens, ou très peu. Ouais. Je me débrouille dans les restos non végétariens parce que d'une façon ou d'une autre, ça va être probablement plus fun. Donc, on le dit pas parce que nous-mêmes, on n'est pas clients de ça, quoi. Voilà, exactement. Il se trouve que. Et surtout, on a compris, enfin, en tout cas, on est très clair sur le fait qu'on veut que, si tu veux, l'impact chez nous, il se fait quand la personne, elle mange. Si elle vient pas manger, il n'y a pas d'impact. On a pu monter plein de process et machin, rien, quoi. Voilà. Ça ne se fait d'impact qu'en comparaison avec le repas qu'il aurait fait ailleurs, qui aurait été plus chargé en carbone. OK? Donc, il faut qu'il mange, donc il faut qu'il vienne, donc il faut qu'il rentre. Et si tu veux qu'il rentre, faut pas mettre beaucoup de barrières à l'entrée. Et donc, végétarien, c'en est clairement une. Ouais. Il va croire que c'est pour des gens végétariens. Qu'il ait l'impression de souscrire à quelque chose avant même d'être rentré. Exactement. Alors que, et donc, des fois, j'ai des gens qui viennent en disant, oh là là, je suis pas végétarien, en l'air de s'excuser comme si j'étais pas végétarien. Mais, oui, en fait, aucun problème. Encore mieux d'ailleurs, parce que un restaurant de végétariens, ils ont déjà fait leur impact, de toute façon, au quotidien. C'est pas dire que ça servirait à rien, mais ça me servirait moins. Donc, il faut surtout qu'il n'y ait pas de végétarien. Donc, on n'en parle pas et on n'est pas là pour faire la morale, on n'est pas là pour convaincre les gens. En fait, quand ils ont mangé, ils ont fait une bonne action, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils aient décidé de le faire ou pas, tu vois. Et donc, en fait, faut que ça soit un restaurant le plus sexy possible. Ouais. Et donc, on a kiffé, on a passé un bon moment, voilà. Et puis là, tu peux dire, et au fait, en plus, les gars, voilà. Il se trouve que. Mais et tu le vois encore aujourd'hui dans les réservations, plein de gens écrivent attention à l'âle, attention, je mange pas de crevettes, attention, y a un ami végétarien avec nous. Ça tombe bien. Ils le savent pas. Ouais. Et donc on bosse depuis le début en mode un peu schizophrène, une partie sur l'impact, une partie sur le côté un peu sexy, attractif. Ça passe par quoi? Comment on rend sexy une cuisine végétarienne? Si tant est qu'il faille, je suis obligé de poser cette question parce que moi, t'as raison. J'ai moi-même plein de réponses, mais c'est quand même. Bah ça, c'est tout le talent de Mehdi. De Mehdi, ouais. Clairement, qui tombe juste, enfin qui tombait juste à l'époque et qui continue à tomber juste aujourd'hui, et qui arrive à faire un mix des cultures. Bon, si la décision qu'on prend assez vite, c'est quand même de dire qu'on va faire des assiettes à partager, ça va vachement aider. Ça aide parce que végétarien, il te manque quelque chose dans ton assiette. Si tu fais un plat, cette protéine là, elle te manque. Et du coup, tu tournes assez vite en rond sur un plat complet. Tu tournes assez vite en rond sur ce que tu peux faire manger aux gens, sans faire de faux burgers, je sais pas quoi, et tu vois, tu te retrouves coincé. Et donc, d'éclater ça est une bonne décision. En mode picora. Voilà. Tu picores. Alors, c'est pas des tapas, c'est plus cuisiné que ça et tout, mais c'est des mini plats. Tu goûtes. Et en fait, dans le végétarien, le fond du problème, souvent, il y a un côté d'ennui et de profondeur de goût. Et donc, en fait, ton palais finit par, oui, voilà, parce que il a pas été. Il y a un peu une uniformité, il y a un truc où tu dis bon, exactement. Alors que du coup, quand tu partages, il y a une exactement. variété. Et donc, en fait, les gens, voilà, ils ont saturé leur palais, si tu veux, ça crée du relief. Ils se sont pas ennuyés une seule seconde. Il y avait plein de trucs et ça arrivait au fur et à mesure. Il y avait des couleurs, des goûts, et puis des choses qu'ils ont jamais mangées. Mais t'arrives à faire passer avec un ingrédient qu'ils adorent et que du coup, voilà. Et donc, c'est amusant. Et c'est comme ça qu'on arrive à la faire passer. En plus du talent de Mehdi qui tombe juste, qui fait les bons assaisonnements. Ouais. Et toujours avec ce que je disais tout à l'heure, c'est
réconfortant et ça te sort de ton quotidien et Ça c'est reste surprenant, gourmand, ça reste mais ça reste ce qui n'est gourmand. pas Ah une oui, et évidence ça, pour- ouais, voilà. voilà, et ça aussi clairement dès le début. Alors ça, pour le coup, pour moi, c'était une évidence, mais maintenant, je l'ai post-rationalisé. Moi, je reçois aussi beaucoup, enfin, dans la lignée de ma mère, j'ai toujours beaucoup reçu aussi. Et depuis, quand je suis devenue végétarienne, j'ai reçu en végétarien avec des gens qui ressortaient toujours en disant, waouh, mais en fait, c'était vachement bien. Bah oui, mais parce que l'histoire du végétarien est venue par le healthy, le yoga, et que, du coup, ça allait avec ça. Et donc, on a mangé des tofu frits et gourmand et en fait, ça n'a pas de rapport. en étant végétarien. Voilà. C'était juste enlever la viande et le poisson. Il reste 1000 choses incroyables et très gourmandes. Donc le gourmand, effectivement, est un non-sujet, je pense. Je me préoccupe pas non plus de savoir si tu vas avoir des carences en protéines. C'est pas mon sujet. T'as probablement mangé trop de viande cette semaine déjà. Donc en fait, je vois pas pourquoi je me préoccuperais de te mettre absolument des légumineuses ou je sais pas quoi. C'est pas mon sujet. Et on s'est aussi dit tout de suite, alors voilà, pour des raisons écologiques, mais ça te force. Je sais pas qui est le précurseur de l'autre, mais on s'est dit pas de produits transformés pour des raisons écologiques. Donc, a priori, pas de fausses viandes, faux poissons, faux fromage, faux machin qui, je connais pas la totalité du marché, je veux pas insulter ceux qui font des choses très bien, mais a priori, souvent, soit sont extrudés, texturés, machin, soit ont des additifs pas cool. Donc, on met pas ça. Donc, quand tu mets pas ça, ça t'oblige à être vachement plus créatif puisque du coup, tu ne peux pas imiter tu peux pas aller dans la facilité en fait si tu veux. Donc ça te fait des propositions t'es obligé de te challenger exactement. Donc c'est pas tous les jours facile, j'imagine, pour Mehdi, c'est dur, c'est de la créativité pure. Et puis des fois t'as pas d'idée, t'as une page blanche comme dans tous les métiers créatifs. Mais non, pour l'instant il y a encore plein d'idées, heureusement. Comment ça s'est développé par la suite? Parce que du coup, ça a fait des petits, t'as eu envie de faire d'autres choses. Oui, alors ce qu'on s'est tout de suite dit, pour des raisons alors c'est une vision un peu entrepreneur de se dire on a envie de faire quelque chose de gros quand même. Comme nous, les 3 associés, aucun de nous n'est à proprement parler productif. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas de service. Marine, qui s'occupait de la partie marketing, architecture, c'est pareil, n'est pas en salle ou quoi. Et Mehdi, a priori, il a jamais été cuisinier dans un resto, en fait. Il a toujours été freelance, traiteur, consultant, il signait des cartes. Donc, c'est pas non plus sa volonté, si tu veux, de tenir la baraque. H24, voilà. Et donc, forcément, si à 3, on veut se payer sans bosser dans le resto, va falloir en faire plusieurs. Voilà. Ça. Tout de suite. Et donc, mais c'est aussi, bon, alors, plus personnellement, j'ai déjà monté une entreprise à une taille modeste, mais quand même plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avec plusieurs centaines de personnes. Ça m'intéresse de voir plus gros, tu vois ce que je veux dire? Enfin, si tu veux, ces chemins-là, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce qui t'amuse là-dedans, justement, dans le fait d'avoir un volume, notamment d'un point de vue et des capitaux et du personnel? Qu'est-ce qui fait que ça te... C'est pas l'argent, globalement, ce qui m'anime de toute façon, c'est la curiosité tout le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à apprendre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ou différemment, voilà. Un peu. Et donc, j'ai déjà fait de 0 à 300 employés. Je voudrais voir après, en fait. C'est apprendre des nouvelles choses. Là, je veux pas dire que je suis dans une forme de zone de confort pour l'instant. Il y a eu des énormes galères et encore une fois, j'ai perdu des années de vie. Donc, je me suis pris quelques murs. Mais sur la partie structuration de l'entreprise, je suis pas dans la découverte. Je vois à peu près où on doit aller, ce qu'on doit faire. C'est le moment d'embaucher telle personne. On va appeler l'avocat pour faire tel truc. Tiens, j'ai déjà entendu parler de ça. On va pouvoir faire ça. Je sais à peu près où je suis. Après, on va aller plus gros. Je vais plus savoir où on est et là ça va être drôle, enfin en tout cas à nouveau ça va être ça va être à nouveau voilà. Et après non, il y a autre chose que moi j'aime beaucoup, j'aime bien embaucher des gens. En fait ça me refait penser à quand tu postules pour le master entrepreneur à HEC à l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça, mais tu dois faire une lettre de motivation. Et j'ai écrit dans cette lettre que un entrepreneur, enfin tu dois dire pourquoi tu veux être entrepreneur, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai écrit que que pour moi une entreprise c'est donner du travail aux gens avant tout. En fait, je vois l'entreprise
assez peu d'un point de vue capitalistique, mais je la vois comme un rouage de la société, si tu veux. Il faut que tout le monde trouve sa place et sa case. Donc, comme un toit, mais sur un autre terrain. Voilà. Chacun doit se loger, chacun il faut doit aussi travailler, exactement. Aussi, Et donc l'entreprise, elle sert à faire tourner ce truc-là, quoi. Hein. Il y a des flux d'argent, c'est un moteur. Il faut donner de l'argent à des gens pour qu'ils puissent avoir une vie par ailleurs. Et donc, je trouve que c'est presque la mission première. Et en vrai, moi je l'ai dit naïvement à l'époque en n'ayant jamais embauché personne. Évidemment, j'avais 22 ans, mais maintenant je vois que c'était très vrai en tout cas, je pense vraiment ce que j'ai écrit à l'époque. Et j'aime embaucher les gens. C'est le truc dans une journée merdique. Il y en a plein. Souvent, quand même, ma gratification, c'est de voir les employés et de voir qu'ils sont bien. Et d'ailleurs, il y a pas grand chose qui me prend plus la tête que des employés qui sont pas bien, en l'occurrence, des gens qui c'est le nœud, ça. Ouais, ça arrive, c'est le nœud. Voilà. Ça me ronge, ça me fait pas dormir la nuit parce que et je sais que le week-end dernier ils ont un week-end hyper difficile parce qu'il manquait du monde, parce que on a pris plein de clients trop. Enfin bref, je voyais les retours des équipes et je vois que c'était difficile, qu'il y a des gens qui avaient les larmes aux yeux, qu'il y a des gens il y en a une jeune fille qui venait de rentrer chez nous depuis 2 semaines. Tu vois, je me suis dit la pauvre, elle a une mauvaise image. Et en fait, ça m'empêche de dormir la nuit. Ouais, je comprends. Tu vois. Et en fait, et donc, plus gros égale plein d'employés et que, alors, en toute humilité, je pense quand même être probablement mieux logé, enfin, mieux, tu vois, pris en charge qu'ailleurs. Et je me dis, dans ce métier aussi, qui est dur, avec on gère des populations vraiment très variées, avec des gens qui ont des vies difficiles, ceux qui ont des vies difficiles, je pense que ils sont chez nous quand même mieux que dans plein d'endroits que je connais parce qu'on s'en occupe du mieux qu'on peut. Enfin, dans tout ça, je mets plein de guillemets et tout. Je suis sûre que tu vas t'interroges des gens dans les employés. Il y en a plein qui sont pas contents quand même. Et voilà, bien sûr. Et on a sûrement fait des erreurs. Et ça, pour moi, c'est hyper gratifiant. Donc du coup, il faut grandir. Il faut continuer à grandir. Donc ça a grandi. Donc ça a grandi et on en a fait un deuxième. Il nous restait un peu de sous de la première levée de fonds. Et on avait cette idée de faire... Ça, c'est rare, quand même. D'avoir des sous encore? Ouais, non. Ah. Je sais pas. On avait levé... Enfin, en l'occurrence, j'ai pris 1,2 million. Je pensais prendre moins. Il y avait la possibilité. Ce que ça m'a appris, mais souvent... Food Cherry aussi, j'ai quand même beaucoup appris sur ces... On avait plusieurs tours de levée de fonds, beaucoup de négo et tout. J'ai appris énormément. Quand on donne... Quand il y a de l'argent... On prend. Ouais, enfin, en tout cas, avant de le refuser, réfléchis 2 fois parce que ça revient pas toujours comme tu veux au moment où t'en auras besoin. Ça peut être la poire pour la soif ou un tremplin pour développer d'autres choses. Voilà, c'est ça. Alors choses. après, il y a toujours des histoires de dilution, de machin, de bien bidule sûr. que moi qui me touche moins, mais effectivement, dormir la nuit, ça me touche vachement, moi, comme sujet. Je suis très anxieuse. Et avoir un peu d'avance, et c'est pas pour un point de dilution de pourcentage que du coup, tu te fais 1 an de tirer les bouts de ficelle et à pas savoir comment payer les employés, ça m'amuse pas du tout. Donc, il y avait un peu d'avance, et ça a marché ici, et c'était rentable assez vite. Assez vite, c'est quoi? Parce que là, on se parle d'une aventure qui est là à 3 ans. Honnêtement, au bout de 3 mois, tu voyais que ça allait être rentable. Hyper rassurant. Et là maintenant, oui, hyper rassurant. Tu dors mieux, du coup. Bah ouais. Et là, vraiment, à partir de janvier, ça fait 1 an où tu te dis, ouais, quand même, là, c'est des très beaux chiffres. Et donc t'as mis 2 ans. Ouais, c'est ouvert depuis 1 an et demi, quoi, voilà. Ouais. Donc, 1 an et demi. Ouais. Et là, oui, là, maintenant, c'est bien, c'est des beaux chiffres qui te permettent d'en ouvrir d'autres. 1, parce que tu sais que ça va tenir la route, et 2, parce que les banquiers voient tes chiffres et te disent que c'est OK. Et te suivent. Donc il nous restait un peu de cash, on en a fait un deuxième qui est un autre concept, on va dire. Donc là c'est un bar à pâtes, on s'est inspiré d'un truc qu'on a vu à Londres, qu'on avait adoré, qui s'appelait Padella, qu'on n'a pas fait exactement pareil, mais cette idée de se dire, c'est fou d'ailleurs, enfin c'est fou parce que tu dis que t'as tout vu, tout fait, tout mangé, et puis en fait non. En vrai, il reste toujours des petites brèches de... Ouais. Et ou une manière de faire. Il y avait des restos italiens pleins, et pourtant, un petit comptoir à pâtes comme ça, cool,
comme un boui-boui mais un peu sexy, comme un bar à vin mais un peu, tu vois. Alors on se Eh ben, parle il y de en avait pas. Fellows, donc Ouais, on se parle de Fellows. un boui-boui très sexy en l'occurrence, avec un atelier où on fait les pâtes. Si les gens nous écoutent et me suivent, vous savez aussi que je suis le parent du Food Club, qui est un compte Instagram de recommandation. Donc si vous voulez voir ce que c'est Fellows, il y a une vidéo sur Fellows qui vous recommande cette adresse. Okay. Donc il y a un atelier en bas, ouais, on fait des pâtes. Ouais. Bah en fait, hyper bel endroit, ouais, hyper avec bel une endroit. carte assez variée. Pardon, je fais la promo. Non, vas-y. Et des tarifs hyper accessibles. Ouais. Enfin voilà, c'est vraiment l'endroit où on peut aller un jour, le lendemain, le surlendemain, les yeux fermés. Et là encore, on retrouve aussi cet engagement qui ne se dit pas, mais qui reste présent. C'est nos méthodes, de toute façon, c'est l'ADN de l'entreprise. Donc, les méthodes de Maslow sont exactement les méthodes de Fellows. Donc, tout de la gestion des déchets, le sourcing, bref, je ne fais pas. Mais c'est un autre concept. On propose autre chose. Et effectivement, ce que tu as dit, dont on n'a pas parlé, le prix est un vrai sujet. Dingue, le prix de Fellows. Les pâtes sont faites en bas. Non, mais en bas, faut se le dire. Il y a un atelier, les gens sont en train de faire les pâtes, on les voit. Elles sont fraîches. Ouais. Elles sont fraîches, elles sont faites, ensuite elles sont cuites à l'étage. On peut manger en bas. Il y a une grande table, c'est hyper sympa aussi. On peut manger devant l'atelier. Ouais. C'est un lieu de vie. On a l'impression qu'on est dans une bulle. Tout se fait là. C'est hyper gourmand, hyper bon, végétarien aussi. Et les assiettes, elles partent à 10 balles. Oui, elles partent à 10 balles. Mais dingue. En fait, ce qui est fou, mais comme ici, chez Maslow, le ticket moyen, c'est 30. Avec les gens, ils en ont bien mangé, il y a eu des cocktails, des machins, des trucs. Ouais. En fait, le sujet du juste prix, c'est un sujet fondamental, je pense, dans ce qu'on fait. Et c'est à la fois c'est facile à faire et pas facile à faire. En fait, si tu regardes juste tes marges, ce qu'on met, c'est le juste prix, c'est-à-dire on a quand même un food cost, donc là, le coût des matières. Notre coût des matières, il est entre 20 et 21. C'est bas. Enfin, pour la restauration en général. Évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas de viande et de poisson en partie, mais aussi parce que on a déconstruit tout le sourcing pour pas passer par 50 intermédiaires. Donc, il y a peu de grossistes, c'est beaucoup du direct. Quand tu fais du direct, en fait, t'as des bons prix avec de la super qualité. Bon, bref, tout ce jeu-là, ça fait partie de l'ingénierie de derrière. Ça met du temps à mettre en place, à structurer. Ça peut être plein d'emmerdes, mais quand ça marche, t'as enlevé des intermédiaires, donc des coûts, donc voilà. Donc on peut proposer des prix comme ça parce que c'est le juste prix. Ok. Et en fait, le juste prix, c'est aussi pour ça que les gens y viennent. Et c'est devenu rare, en fait. C'est devenu rare, en fait. Un joli endroit. En fait, souvent, on me dit, ça cartonne, pourquoi? C'est Big Mama qui disait ça aussi, et c'est pour les mêmes raisons que ça a cartonné. C'est bien servi, dans un joli endroit, avec un prix qui est pas très cher. Dans une ambiance sympa. Dans une ambiance sympa. Il y en a pas tant que ça, des endroits à Paris, en fait. Soit t'as ça, mais c'est beaucoup trop cher, donc tu vas peu. Soit, en fait, le service est pas ouf, le restaurant est décrépit. Soit on se moque de toi sur la bouffe, c'est vraiment, ça sent que c'est pas frais, ça sent qu'il y a pas de sincérité. Voilà, mais en fait, combiner tout ça, qui est un peu évident, il y en a pas tant que ça. Sur le papier, mais après, pour le rendre, c'est ça qui est terrible dans le métier de la restauration, c'est que ça paraît évident, on a tous envie de manger dans un endroit sympa, d'être bien servi et de manger bien, et en plus des vins. Mais en fait, des restaurateurs qui réussissent le pari de cocher toutes ces cases, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et encore une fois, je leur jette pas la pierre. On est structuré pour, c'est-à-dire, tu vois, il y avait des sous, il y avait des associés, chacun sait très exactement ce qu'il fait, s'ils sont experts de leur, on a mis les briques qu'il fallait pour pouvoir traiter correctement le sujet et essayer de faire bien. Alors, il y a un autre truc dont je me rends compte aussi pour avoir fait d'autres interviews qui seront diffusées, notamment celle de Florent Piard qui a monté Les Résistants. Ouais. Je l'ai déjà rencontré. Voilà. J'en parlais avec lui, les auditeurs découvriront cet épisode bientôt. Là, il y a aussi un truc qui est fondamental, c'est que vous êtes parti de vos valeurs, de votre vision, de la manière dont vous envisagiez les choses avant de penser au restaurant, à son modèle et finalement à l'assiette. Et c'est hyper intéressant de voir ça. Et c'est ce qui, je pense, définit le nouveau monde dont on a parlé au tout début, qui n'est plus celui que tu as connu quand tu as commencé chez Flammes et tout ça. C'est que les valeurs parfois précèdent les choses et qu'in fine, le restaurant prend la forme de ce qu'on a voulu y mettre. Ouais. Et ça marche comme ça. Et moi, je le dis autrement aussi, c'est que dans plein de business... Non, c'était très clair, mais je dis autrement parce que c'est un peu lié. Souvent, dans plein de business, le marketing précède la proposition. T'as d'abord réfléchi à ce que voulaient les clients et t'as interrogé et t'as fait des études et machin et bidule. Et pour moi, le marketing doit être au service d'une proposition sincère et honnête. Et ça, c'est ça le bon marketing. Et il en fait d'ailleurs du coup pas trop non plus, et parce que finalement la proposition, elle est précurseur, et elle dit, et elle parle d'elle-même. Exactement. Et donc effectivement, c'est très juste ce que tu dis. On a fait ce qu'on avait envie de faire.
Et après, on voit coup de comment on peut le faire. coup de bol, ça tape juste et ça plaît aux gens, mais Non, mais ça, c'est le truc, tu te dis, bon, effectivement, vaut mieux que ça marche. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que c'est cette question, tu te la poses? Oui. Mais ce qu'il y a, c'est, voilà, on va faire comme ça. Ben, a priori, c'est pas commun. Ok, c'est pas commun, mais comment on fait? Comment on fait pour les ressources? Comment on fait pour les gens? Comment on fait pour la proposition? Ça. Oui, alors après, on est aussi, c'est pareil, il faut être pragmatique, faut pas... Si tu sais où tu veux aller, un petit pas après l'autre, moi je suis globalement toujours un petit pas après l'autre, je vois pas à 15 ans, 10 ans, je me dis, tant qu'on fait mieux que la veille, c'est qu'on est dans la bonne dynamique, tu vois. Et donc même sur les sujets des engagements, de l'écologie et tout, c'est pareil, c'est pas parfait. Il y a des trucs que je voudrais faire qu'on n'a pas bien réussi. Ça ne jamais l'être. Mais par contre, c'est un chemin. Voilà, c'est un chemin, exactement. Et donc par contre, faut jamais s'arrêter. Et il faut jamais être content de soi. Et ça c'est pareil, on est de nature, les 3 associés, et pas très contents de nous en général. Enfin. Peut mieux faire toujours. Quand on a réussi un truc, on célèbre pas, on n'est même pas allé fêter aucune ouverture, ni rien, de rien. Parce qu'on est toujours en train de se dire, on est sûrement déjà en retard sur quelque chose. Quand même. Pas stressé, mais ouais, c'est quoi la suite? Et c'est l'espèce de peur de se dire, attends, enfin, c'est une peur et une forme d'humilité, en fait, se dire, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur, tu vois, maintenant, j'ai un peu de recul. Ouais, on va pas faire les malins. Un jour, Hippopotamus, il faisait le malin aussi. Puis aujourd'hui, tu vois, en fait, ça passe. Les modes, elles passent. Les temps, ils changent. Rien n'est acquis. Là, on a du bol, mais tu vois, on va vieillir. On va en reparler dans 2-3 ans. Ouais, exactement. La difficulté, elle est ailleurs. On a fait quelque chose de probablement difficile. Ouvrir 1, 2, puis maintenant bientôt 3 restos. C'est pas facile, mais 15, 20, et que ton premier resto, 10 ans après, il y a toujours du monde dedans. Et il est là, la difficulté. 3 dernières questions. Rapides comme ça, parce que je t'ai pris pas mal de temps déjà dans ton agenda de patronne. Ministre, pas ministre. Tu m'as dit tout à l'heure, je voyais le retour des équipes en parlant d'un événement, d'un week-end qui a été compliqué. Oui. C'est une valeur clé, les ressources humaines dans la restauration, évidemment. Comment vous gérez ça? Comment vous gérez le lien que vous avez avec votre équipe? Comment vous faites pour rester attentif et en prise avec les gens qui travaillent pour vous? Est-ce qu'il y a des trucs mis en place? Est-ce qu'il y a des rendez-vous? Est-ce qu'il y a des réunions? Comment ça marche? Exactement, il y a plein de trucs mis en place et je pense qu'on n'est pas au bout. C'est pas facile de recruter, c'est pas facile de garder les gens. Et de toute façon, en fait, c'est un métier pas facile. Comment dire, dès le début, on avait la certitude. Aucun de nous, en fait, n'a vraiment de ce secteur, comme tu l'as pu le comprendre, restauration à l'ancienne. Et pas pour rien, parce que très clairement, aucun de nous n'a envie de souffrir dans ce secteur. Et ça ne matchait pas avec ces... Voilà. Et donc, du coup, on a bossé dans d'autres boîtes où tu souffres pas autant. Et on a démarré ce projet en se disant, mais pourquoi doit-on autant souffrir? Pourquoi la restauration est pas un secteur comme les autres? Est-ce qu'on peut pas faire un peu mieux et avoir des avantages, une vie normale? Et voilà. Et donc, en fait, de la même façon que les engagements, on a retour descendu, on s'est dit ça on peut, non, ça coûte vraiment trop cher, mais ça on peut. Et on a mis déjà tout ce qu'on pouvait. Donc en fait, je pense que chez nous, ils ont quand même déjà le sentiment que c'est relativement, on nous le dit souvent, organisé. C'est bizarre, mais en fait, dans la restauration, c'est souvent le bazar, c'est l'angoisse, le mec s'est pas levé, le truc à l'arrache, le truc. Et puis même pour les employés, le nombre de fois où t'as des employés qui disent, en fait, moi, ce week-end, moi, j'ai plein de copains qui bossent dans la restauration et qui me disent, ce week-end, je sais pas, non, je vais certainement bosser. Quoi, tu vas certainement bosser. Voilà. Part du principe qu'il faut être disponible, parce que c'est pas clair, parce qu'ils savent pas. Parce qu'ils savent pas. Et puis surtout, quand t'arrives, et c'est l'arrache. Le machin est cassé, il y a qu'un barman au lieu de 2, et tu vas devoir, et voilà, et t'es dans la galère. Et en fait, on leur dit hyper souvent, Joseph, le directeur des opérations, il dit souvent, arrêtez de vous mettre dans la galère. Et donc, il y a quelques règles chez nous, mais j'ai toujours eu, chez Food Cherry aussi, c'est que le cœur du réacteur, c'est les équipes. Il faut pas qu'ils soient mal. Enfin, en fait, si eux, ils sont pas bien, ça c'est... Mais concrètement, vous faites quoi? Ça passe par quoi? Oui, alors déjà, ça commence par, donc, effectivement, anticipation, transparence, organisation. Ça passe par, alors c'est pas sympa ce que je vais dire parce qu'en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais ça passe par, fais un truc gros, vas-y, viens, parce que plus t'as d'argent, plus t'es large pour pouvoir en redonner aux autres. C'est sûr que c'est la galère et que t'as 3 bouts de ficelle. Et pour les employés, ça va être dur aussi, tu peux pas rendre, quoi, tu vois. Donc, en fait, ça passe par exemple, on mégote pas, ils le savent, même si des fois la réactivité, elle est pas là comme ils voudraient, mais ce week-end, par exemple, ils savent que quelqu'un est absent, tu peux remplacer. Point, il y a un extra, c'est tout. Oui, on se démerde pas, t'es pas là pour se démerder, pour faire à 3 le boulot de 4. Donc, tu vois, par exemple, ça, ils le savent. Est-ce qu'ils le font toujours? Est-ce que le directeur a toujours la réactivité de le faire? Je sais pas, mais il y a pas de photo. La plonge est cassée. Il
Il y a 2 extras qui font la plonge en plus parce qu'il faut la faire à la main. C'est pas le plongeur tout seul. Donc, il y a une partie qui se met dans les sous, quoi, clairement. Après, il y a une partie qui est dans le management. Et donc, je veux pas rester trop dessus, mais en fait, oui, c'est appliquer des méthodes de management que on a connues ailleurs et qui sont pas forcément dans la restauration. Donc, c'est, le truc je pense le truc le plus symbolique qu'on fait, c'est que chaque employé, chaque mois, a ce qui s'appelle un one-to-one, pas avec son manager direct, mais avec un autre manager, à qui Hyper on pose... bien, parce que du coup, la parole est libérée. Voilà, tout beaucoup plus libérée, et à qui on pose pas des questions de boulot, parce que c'est pas un sujet de performance, c'est vraiment comment tu te sens ce mois-ci, à qui tu veux rendre hommage, à qui tu dis merci, qui as-tu aidé ce mois-ci, est-ce que tu as un problème que t'as pas su résoudre, et des questions basiques, mais tu t'en rends compte que ça fait partie du confort aussi. On l'a rajouté récemment, celle-là, as-tu un problème administratif que tu ne peux pas résoudre? Là, tu découvres le gars il a demandé 10 fois son Navigo, et il est toujours pas remboursé parce que à la paye, à la truc, ça s'est perdu. Le gars qui a pas réussi à s'affilier à la mutuelle, mais qui a baissé les bras, et tu vois. Donc ça, hop, tu peux aider, c'est facile, ça prend 3 secondes. Et la dernière question, on l'a rajoutée un peu avant, mais pas tout au début non plus. As-tu été témoin ou victime d'un comportement inapproprié? D'accord. Donc vous avez il y a une charte, entre guillemets, de questions. Voilà. Ah oui, ils doivent répondre. Et en fait, et nous, on reçoit tout, on lit tout pour l'instant, parce qu'on peut. Ouais. Et donc là-dedans, tu vas remonter plein de trucs, les ambiances des restos, tu vois quand ça va pas, tu vois quand ça va vachement bien, tu vois qui est cité souvent, je remercie machin, qui m'aide souvent, tu vois, des gens qui sont dans l'ombre, mais qui bien sûr. Mais qui shine pas, mais par contre ils sont cités tout le temps parce que eux c'est des éléments hyper importants. Les problèmes administratifs, on a déjà licencié des gens pour des histoires de racisme, des histoires de mains baladeuses et machin, qui étaient remontés dans les questionnaires. Sinon ça c'est pareil, ça sort pas du resto. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est je dirais le truc le plus symbolique parce que c'est un peu différent. Après il y a plein d'autres choses. Ils ont des formations presque toutes les semaines. Moi je fais des points business où je donne les chiffres à tout le monde jusqu'à la marge d'EBITDA en bas, où je leur explique comment fonctionne l'URSSAF, le bidule. Enfin j'essaye de leur ça, c'est la transparence dont tu parlais, ouais. Ouais, hyper important. On n'a rien à cacher. Ouais. On prend rien. On est là tous pour bosser ensemble. Et donc on le dit. Et oui, donc ouais, on peut tout dire. Et tu peux tout me dire à moi aussi. Enfin, c'est-à-dire tu peux venir avec n'importe quelle idée. Tu peux tout dire. On fait aussi quelque chose qu'ils aiment bien. C'est que on intègre tous les nouveaux entrants. Ils ont un parcours d'intégration assez sympa, notamment où il y a une première journée où tu vas pas travailler, tu vas aller au run, à la plonge, au pass, au bar, histoire de rencontrer tout le monde et de voir tous les métiers. Comment ça tourne. Ouais. Ça, ce qu'on nous dit aussi souvent chez nous, c'est qu'entre la salle et la cuisine, il y a zéro angoisse. Énorme. Voilà. Et c'est aussi pour ça. Et la cuisine, parfois, elle va runner et on a des serveurs qui sont capables de prendre le pass. Et des fois, on le fait pour s'amuser et tu vois, ça remet tout le monde à sa place. Et chaque nouvelle personne, j'en ai fait un lundi de repas d'intégration. Ils mangent avec moi et moi obligatoirement et Marine et Mehdi s'ils sont dispo dans leur agenda. On goûte toute la carte, nombre de serveurs aussi ou de cuisiniers qui n'ont jamais mangé ce qu'ils cuisinent. Ouais. Et on goûte toute la carte et on discute et on apprend à se connaître et c'est inter-équipe, tu vois. Enfin et du coup c'est pareil, t'es plongeur. Tu parles peut-être pas bien français machin, mais là t'as appris à connaître machin et machin et on mixe des restos ensemble aussi. Voilà. Trop bien. Par exemple. Une question par rapport à la transparence des chiffres. Souvent, les restaurateurs ou les chefs d'entreprise, de manière générale, ont peur de donner leurs chiffres parce qu'ils ont peur que derrière, les gens se manifestent en disant « Ah ben attendez, moi j'aimerais bien plus, ou j'aimerais bien ci, ou j'aimerais bien ça. » C'est pas un... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu vois ce fameux truc très français en plus de dire le patron, il en gagne tant et tout. Alors à ce moment-là, moi je voudrais... Je sais pas. Ça se présente pas. Parce que je pense que c'est ma façon de voir les choses, c'est que si t'es sincère avec les gens, tu peux toujours tout expliquer. Et donc en fait, il suffit d'oser aussi lui dire pourquoi. En fait, il peut gagner plus chez nous probablement. Il faut qu'il progresse. Il va changer de poste. On ouvre plein de restos. Il y a de la place pour tout le monde. Et en l'occurrence, il y a le nombre on a fait une staff party il y a pas très longtemps. Il y avait au moins 25 ou 30 personnes cette année qui ont été promues d'un ou deux grades. Grade, c'est pas un bon mot, mais tu vois, d'un ou deux postes. Ouais. Et on a mis la photo de tout le monde et tout le monde a applaudi tout le monde et tout. C'était un peu start-up, mais ça marche. Combien de gens aujourd'hui? Combien de gens du coup? Alors là, on est 70 et avec l'ouverture du 3e resto, on va être 110. Ok, donc là, on devient plus gros. On va devenir plus gros. Et c'est pas ma dernière 300 question. Encore. C'est ma dernière question parce que tu as dit un gros resto, c'est plus facile à gérer qu'un petit. Ouais. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer des synergies. Il y a des choses transversales. C'est ça que ça veut dire?
Non, alors un gros resto, c'est plus facile à gérer qu'un petit. C'est essentiellement sur le sujet Des appros, du stock. des stocks et des gens. En fait, là, ici, il y a 42, je pense, salariés, et quand il en manque un, hop, on peut faire appel à quelqu'un d'autre. Et il y en a probablement 10 qui sont chez eux et qui éventuellement sont OK de faire un extra. Ouais. Ça, c'est précieux. Et ça, c'est précieux. Et même, je veux dire, t'es 10 au service, si t'es 9, c'est pas pareil que si tu passes de 3 à 2, en pourcentage. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas la même souffrance quand il t'en manque un, globalement. Et ça sera toujours la même fuite. La fuite, t'en auras qu'une, mais t'en auras aussi une dans ton petit resto. Mais là, tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, les galères sont les mêmes, mais t'as plus d'argent, t'as plus de volume, ça va. On les endigue un peu plus facilement. Voilà, exactement. Puis ça sort plus de cash tout de suite aussi, ce qui te permet de voir. Enfin bon. Bien sûr. Voilà. Logique. Mais bon, Fellows est plus petit et en fait, on s'est dit, je crois que fallait pas descendre en dessous de 60 couverts. Là, en dessous, tu commences à être dans une taille. Comme j'ai regardé une interview l'autre jour de quelqu'un qui disait ça, et en dessous, c'est le Mordor, en fait. C'est en dessous de 60 couverts par service. Non, 60 places assises. Ah, 60 places disponibles. Ouais. Ah ouais, donc là, on est plus ça de va 60 couverts par service. Voilà. Ah bah nous, oui, ici à Maslow, on a fait près 700 samedi dernier, tu vois. 700 la journée. Ouais. C'est bien. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont souffert, les pauvres. C'était dur. C'était dur et c'était le premier week-end de beau après un long hiver, et quand il fait beau, tout le monde sort, et là, ils se sont pris une rouste. Mais, donc oui, plus gros. Un gros resto. Le prochain sera aussi un gros. D'accord, c'est ça ce que j'allais dire. Donc là, on continue, on reprend nos valeurs, un gros, et puis mais on retrouve des... Exactement. Un autre lieu, un autre look, un autre lieu, une autre carte, mais en fait, on va... Esprit. Oui, le même esprit, ça va être un Maslow. Ça va être un Maslow un peu différent de celui-là, mais faut qu'on comprenne que on va pas, on n'a pas la prétention d'arriver à inventer 1000 restos différents quand même, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Donc c'est un Maslow, et on est en train de visiter pour un autre Fellows aussi. Ah. Puis peut-être qu'on fera une troisième, j'ai encore, tu vois, dans la besace de chez nous, il y a encore 3 ou 4 idées pas mal. Mais pour les banquiers et les investisseurs, on va les ménager un peu. Pour l'instant, on va faire ce qu'on sait faire. Je reviendrai. Maslow, Fellows, ça vient de quoi ces noms? Ah, alors Maslow, c'est la pyramide de Maslow. D'accord. Ouais. Donc les besoins, la pyramide des besoins. La pyramide des besoins, en fait, c'est une vieille histoire. On cherchait un nom chez Food Chéri, ça datait, mais j'avais beaucoup de journalistes qui me disaient, ah, vous dites mieux manger, ça veut dire quoi mieux manger? Et un jour, je sais pas comment ça me vient, mais je dis, c'est comme la pyramide de Maslow, mais version food. Donc, à la base, faut que ça soit bon et sexy, sinon, de toute façon, il y a personne. Ouais. Ensuite, c'est clean. Ensuite, c'est frais. Ensuite, on regarde à qui on l'achète. Ensuite, en haut de la pyramide, on réduit les protéines animales. Ça avait plu, les journalistes, ça leur parlait bien et tout. C'est marrant, ouais, j'avais jamais pensé à, tu vois, bon, c'est extrêmement connu, mais moi, pour moi, c'est l'association dans ma tête, c'est comme ça que ça résonne entre masse, mon côté espagnol, c'est, qui veut toujours plus, et slow, le côté, quand même, toi, j'aime bien ce contraste. Alors, c'était vraiment ça. Je le reçois comme ça. C'était vraiment ça. Alors après, sur ma presse de levée de fonds, il y a écrit Massive Ambition for Low Impact Food. Ah ouais. Tu vois? Pas mal. Et ça, c'est post-rationalisé. Ouais, okay. Mais ça marche bien. Et Fellows. Alors du coup, on s'est dit mince, c'est quoi le fil Et du coup, on s'est dit qu'il y aurait de low impact dans tout, et donc on a des fichiers Excel avec tous des trucs cool qui peuvent passer par l'eau. Et c'est Mehdi qui a trouvé Fellows un jour. Tu vois, Maslow le 2 là, on a cherché longtemps et on n'est peut-être pas aussi content. Mais bon, voilà. Donc il y aura l'eau. On va essayer de garder l'eau tout le temps. On va voir la low story. Ouais. Cool. Merci Julia, merci beaucoup. Merci Julia d'avoir partagé avec nous ton histoire et ton parcours. Je suis certain que, comme moi, il aura inspiré nombre d'auditeurs, d'auditrices, car ce format, il est fait pour ça. Pour les passionnés de gastronomie, évidemment, pour les pros qui veulent toujours rester connectés à ce qui se fait, et pour celles et ceux qui, demain, seront à la tête du restaurant de leurs rêves. Merci d'avoir écouté donc ce format jusqu'au bout. Écrivez-moi sur Insta, @chefpodcast, chef au pluriel, podcast au singulier. Donnez-moi votre avis, faites-moi des retours. Si vous ne l'avez pas encore fait, notez ce podcast sur votre plateforme, parlez-en à vos amis passionnés, c'est ainsi que vous pouvez m'aider à continuer de développer Chef. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, car comme désormais on revient plusieurs fois chaque semaine avec les différents formats, il faut rien louper. Alors je vous laisse, prenez soin de vous et à très vite sur Chef. Salut!